nous parler des soins palliatifs et de la fin de vie. Elle est la directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Ils sont habitués à faire des enquêtes, à faire du travail du terrain. Et elle va vous expliquer aussi, parce que son travail mène aussi à faire une comparaison avec ce qui se passe à l'étranger. Donc je vous laisse la parole à Madame Giovanna Marsico. Merci beaucoup. À 10 minutes, ça va être vraiment speed. Alors, je fais juste un préalable parce que là, on est dans un cadre d'opposition de thématiques. Alors, moi, je représente un centre qui, lui, est sous l'autorité du ministre de la Santé, qui n'est pas censé avoir une opinion militante sur le sujet de la fin de vie. Nous sommes là pour donner des informations qui sont basées sur des données fiables. Donc, je ne prendrai pas position sur pour ou contre la fin de vie. En revanche, je peux vous dire ce qui actuellement se passe sur les soins palliatifs et puis effectivement donner quelques petites précisions sur les modalités à l'étranger et les éventuels modèles, les enseignements qu'on peut recevoir ici. Donc les soins palliatifs sont des soins qui ont été cadrés assez récemment. Paradoxalement, vous êtes très très jeunes tous, mais c'est pour quelqu'un qui a mon âge, ça veut dire que c'est vraiment très récent, c'est-à-dire que la première fois qu'on parle de soins palliatifs dans l'encadrement juridique français, c'est 91, alors qu'on donne l'obligation aux établissements de santé qui portent donc un intérêt général d'inscrire les soins palliatifs à côté des soins curatifs. Et puis 95, la normative sur la lutte contre la douleur, évidemment c'est l'effet du sida. Lorsque pendant les années 80 on a vu des personnes mourir en situation de souffrance lourde, donc il y a une loi qui s'est positionnée pour répondre à ce besoin de prendre en charge la douleur. 99, accès universel aux soins palliatifs. 2002, la loi Kouchner, qui reconnaît le droit de refuser des traitements. Donc on a le droit de refuser les traitements, on n'est pas obligé à recevoir les traitements. Et le droit à l'information, le droit à l'accès à son propre dossier médical. Avant 2002, on n'avait pas ce droit. Pour moi, c'est toujours très, très étonnant. Et puis 2005, la loi Leonetti, avec les directives anticipées et le refus de l'obstination déraisonnable, qui autrefois s'appelait acharnement thérapeutique. Et 2016, la loi Claes-Suneti. Et depuis 3 ans, il y a un débat important qui a été effectivement porté par des citoyens de la Convention, 184 citoyens, et puis par le gouvernement, parallèlement, des travaux qui se sont terminés avec un premier projet de loi qui s'est arrêté avec la dissolution de l'Assemblée nationale, et puis des nouvelles PPL, et parallèlement une stratégie. Et moi, c'est sur cette stratégie que je voudrais revenir, parce qu'effectivement, les soins palliatifs, qui sont des soins globaux, qui sont des soins complets, destinés à accompagner les personnes, non pas pour guérir, non pas pour prolonger la vie, mais pour assurer la qualité de la vie pendant la période qui leur reste. Et ce sont des soins, je dis des soins globaux, des soins complets, ce sont des soins qui permettent de prendre en compte le traitement de la douleur, les autres symptômes, et puis aussi les aspects psychologiques, les aspects physiques, les aspects sociaux. C'est vraiment quelque chose de très important face à l'arrêt de l'efficacité des traitements curatifs sur une pathologie. On accompagne les personnes pour pouvoir maintenir leur qualité de vie. Et je passe sous le contrôle d'un médecin de soins palliatifs à côté, donc ça me stresse pas mal. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, on a un cadre qui est assez efficace sur ces soins palliatifs. La dernière instruction est de 21 juin 2023. Donc on a toute une structuration des soins palliatifs, notamment à l'hôpital, mais aussi sur les territoires avec des dispositifs d'appui à la coordination, avec l'hospitalisation à domicile et à l'hôpital, des unités dédiées aux soins palliatifs et puis des lits dédiés aux soins palliatifs. On a tout ça, des équipes mobiles, mais on observe aussi 3 points, je dirais,
Le premier, c'est qu'il y a des inégalités territoriales, donc des inégalités de distribution de ces soins sur le territoire national. On observe une carence importante de formation, notamment initiale, des professionnels de santé. Bien évidemment, pas les professionnels de soins palliatifs, mais les autres professionnels ont encore pas mal sont assez mitigés face à la question, à l'enjeu de la mort. Souvent, je pense à tous ceux qui travaillent dans les maladies complexes type l'oncologie, qui ont plus tendance à faire la guerre à la pathologie plutôt que d'accompagner ce que parfois ils peuvent considérer comme un échec thérapeutique. Et puis, donc la question des territoires, la question de la formation, et puis la question des populations, certaines populations qui sont moins, moins suivies. Je pense aux personnes en précarité qui ont un accès, mais ça, c'est aux soins palliatifs comme à tous les autres soins. Quelle réponse aujourd'hui à cette question? Il y a une stratégie décennale qui est justement l'objet, entre autres, de tout le débat national qui s'est produit. Cette stratégie décennale va dans le sens d'un vrai changement de paradigme sur les soins palliatifs et d'accompagnement, parce qu'elle donne elle porte un vrai changement, voilà, de réflexion sur l'investissement de la recherche, l'investissement de la coordination sur les territoires, un renforcement de l'information, un renforcement de la formation des professionnels, des nouvelles structures, les maisons d'accompagnement qui permettent de démédicaliser et d'accompagner avec un chemin manquant entre le domicile et l'hôpital, et 100 millions par an constants d'investissement sur les soins palliatifs pour arriver de 1,450 milliard actuels à 2,6 milliards d'ici 10 ans. Donc, de ce point de vue, les soins palliatifs et les soins d'accompagnement qui inscrivent les soins palliatifs au sein, mais qui sont plus larges, sont vraiment une préoccupation actuelle du politique. Et je dirais, ce sont des soins dont personne, les promoteurs de l'aide à mourir et les opposants à l'aide à mourir, personne ne remet en doute la qualité et la nécessité. En ce qui concerne, en revanche, la question de la éthique de l'aide à mourir, on sait, et mes collègues en parleront mieux que moi, il y a une crispation importante dans la société entre la volonté d'aller vers l'aide à mourir entendue comme soin et l'opposition à l'aide à mourir entendue comme une remise en danger de la protection des personnes vulnérables. Donc, je laisserai encore une fois mes collègues dérouler sur simplement euthanasie, suicide assisté et soins palliatifs parce que c'était la demande. Les différences sont remarquables. L'euthanasie, c'est l'acte effectué par un professionnel de santé à la demande d'une personne, demande libre et éclairée d'une personne. Le suicide assisté est la mise à disposition par un professionnel d'une ordonnance, donc d'un médicament ou d'un environnement opportun pour que la personne puisse injecter ou avaler le produit, mais toujours une personne qui exprime la demande libre et éclairée. Les soins palliatifs ne sont pas là pour hâter le décès, ils sont là pour maintenir la qualité de vie pendant la dernière période qui reste. On peut se questionner sur le fait que est-ce qu'il y a une opposition entre ces trois dispositifs où il y a une cohérence, et ça c'est tout l'enjeu du débat qui sera porté par le législateur, en espérant que ce soit vraiment un débat éclairé, non idéologique, et qui permette d'arriver à la fin à avoir des patients qui ne seront pas abandonnés, quel que soit le choix qu'ils vont faire. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci
beaucoup, madame. À présent, nous allons aborder la question de la fin de vie dans une approche philosophique. Le thème de la prochaine intervention, ça sera « Quand l'euthanasie sera là ». C'est aussi le titre du livre du prochain intervenant, qui est écrivain, philosophe. Il est également professeur. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à monsieur Damien Leguet. Merci bien, merci à tous. Alors nous avons 10 minutes, donc ça va aller assez vite. Donc je vais me mettre un peu à la hauteur de la gravité du moment. Moi je vous le dis tout à fait clairement, nous vivons les derniers mois, et je vais vous expliquer pourquoi, des soins palliatifs, et nous vivons les derniers mois de la liberté du débat autour de la question des soins palliatifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut mesurer le moment que nous vivons. Alors, reprenons, si vous voulez, les termes de la proposition de M. Falorni, qui va être soumise bientôt. Que dit-il? Il dit, et il commence comme cela, et on peut mesurer philosophiquement tout ce que ça veut dire. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire de vivre, quand vivre est, de vivre une souffrance, sans espoir de guérison? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ouvre la porte à tout. Voilà, sans espoir de guérison. Nous mourrons tous. Et souffrir peut prendre des formes multiples. Mais allons plus loin. Il dit que cette proposition de loi est une proposition de liberté, d'égalité, de fraternité. La liberté pour lui, c'est de disposer de sa mort. Disposer de sa mort. Ça veut dire que cette liberté-là, disposer de sa mort, va à l'encontre, me semble-t-il, de l'ambition des soins palliatifs, qui est de disposer de sa vie jusqu'au bout, de disposer de l'assistance de tous, de tous ceux qui sont là et qui militent tous les jours en soins palliatifs pour que la vie soit pleine jusqu'au bout, et de disposer du secours de l'humanité représenté par ceux qui sont là. Donc ça, c'est la première chose. Il y a deux conceptions de la liberté. On réduit la liberté à la mort, que l'on pense détenir, ou on considère que la liberté, c'est du côté de la vie. Deuxième problématique de M. Falorni, l'égalité. Ne plus s'en remettre à la clandestinité. Alors ça, c'est un grand leitmotiv de mon voisin de gauche, de tous ceux qui militent pour cela. La clandestinité, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Quand on considère, que maintenant, vous avez, depuis longtemps, ce n'est pas une conquête de M. Falorni, comme il le dit dans son préambule, vous avez le droit, et c'est normal, d'arrêter les traitements. Tout patient, tout malade peut demander l'arrêt de traitement. Deuxièmement, vous avez, depuis la loi Castellonetti, la sédation profonde et continue. Bon. Donc déjà, vous avez tous ces dispositifs-là. Et moi, ça m'amuse, si vous voulez, que M. Falorni et que la représentation nationale puissent, d'une façon ou d'une autre, mettre en avant la question de l'égalité, quand on constate depuis des années que rien n'est fait pour amener les Français tous à la même égalité devant les soins palliatifs. Vous voyez, 21 départements qui n'en bénéficient pas, 100 000, 150 000 personnes qui en bénéficient par an, et on va se retrouver aujourd'hui avec un débat où on a voulu coupler les deux ensemble. C'est comme quand ma mère, quand j'étais jeune, pour me faire prendre un médicament qui était mauvais, me mettait la confiture. Bon, je veux bien qu'on mette les deux ensemble, simplement, ça n'a rien à voir. Et troisième chose, c'est la question de la fraternité. Il dit que c'est un principe de fraternité, ce qui est un leitmotiv assez récurrent de ceux qui sont pour l'euthanasie. La fraternité, c'est quoi? La fraternité, est-ce que c'est demander à quelqu'un s'il se sent en trop, s'il veut bénéficier, et Giovanna l'a dit, d'un soin, d'un soin, la mort comme un soin, la mort qu'on donne comme un soin, ou est-ce qu'il doit bénéficier d'une fraternité de tous à l'égard de cette vie qu'il peut mener jusqu'au bout en l'aidant et en soulageant autant que faire se peut la souffrance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose quand même, que je voudrais souligner, c'est pour ça que je dis que les termes du débat vont d'une façon ou d'une autre s'arrêter, qu'on va avoir une vérité officielle et qu'on ne va plus pouvoir rien dire. Dans la proposition de M. Falorni, telle qu'elle existe, il y a un délit d'entrave. Il faut mesurer ce que ça veut dire un délit d'entrave. Le délit d'entrave, c'est 15 000 € et 1 an de prison. Pourquoi? Je reprends les termes de M. Falorni, qu'il faut quand même connaître.
empêcher ou tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir, déjà l'aide à mourir, vous voyez, c'est, en philosophie, c'est ce qu'on appelle une tromperie manifeste, un euphémisme, quelque chose qui est d'ordre du nominalisme. On dit ça, mais c'est pas ça, les mots. Les mots, c'est l'euthanasie suffit d'assister, il faut le dire. Bon, s'informer sur l'aide à mourir par le moyen, y compris électronique, pour la diffusion et la transmission d'allégations. Tout ce que je vais vous dire et tous les débats que j'ai pu avoir ici ou là, quand on dit effectivement que par exemple en Belgique, il y a des euthanasies clandestines, que rien n'est vérifié. Quand on dit tout cela, et je l'ai dit déjà à Giovanna, je l'ai dit, mais je ne pourrais plus le dire. Ça sera considéré comme des allégations. J'irai en prison. C'est ça le délit d'entrave. Des allégations. Je dis des allégations parce que ce ne sont pas des vérités reconnues officiellement par tout le monde. Transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif sur le caractère ou les conséquences médicales de l'aide active à mourir. Vous voyez ? Quand ça sera voté, et c'est ça qui est proposé, et ça sera voté, quand ça sera voté, il n'y aura plus de débat, d'une part, et deuxièmement, en soins palliatifs, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, seront susceptibles de pouvoir venir faire leur travail, c'est-à-dire, vous voulez mourir, vous demandez une aide à mourir, vous demandez l'euthanasie, très bien, qu'est-ce qu'il en est ? Parlons-en. Cette simple proposition d'une discussion, d'une proposition de discussion, d'une prise en charge, sera considérée comme un délit d'entrave. Donc, à terme, dans peu de temps, toutes les personnes de soins palliatifs qui feront leur métier seront sous le joug de ce délit d'entrave. Donc, je le dis très solennellement, mais tout à fait calmement, quand cette loi sera votée, l'esprit même des soins palliatifs sera terminé. Les médecins, les équipes soins palliatifs ne pourront plus discuter une décision, ou une proposition, ou une demande, plus. Voilà. Et comme nous le savons, toujours dans ces situations-là, toujours, il y a des ambivalences, des demandes, quelque chose, une prise en charge à faire, pas à faire. Voilà. Tout ça, c'est d'une complexité sur le terrain qui est gigantesque et que la loi ne peut pas supprimer, d'une part. Et deuxièmement, moi, qui ne suis rien, comme d'autres, qui diront quelque chose qui ne sera pas la vérité officielle, eh bien, ce seront des allégations. Donc, nous avons encore quelques mois pour bénéficier de cela. Alors, comme il me reste un peu de temps, je voudrais juste vous dire 2-3 choses. La première, qui me paraît quand même importante, c'est qu'il y a une différence de nature, pas de degré, de nature, entre le fait de laisser mourir, d'accompagner, et de faire mourir. Première chose. Deuxième chose, il y a une différence de nature entre de laisser la mort venir et de considérer que donner la mort est un soin. Un soin, c'est-à-dire un soin médical, un soin qui rentre dans la palette des soins proposés par les médecins. Pourquoi est-ce que tous les médecins, toutes les équipes de soins palliatifs sont vent debout contre ces propositions-là? Parce que pour eux, ce n'est pas un soin, et ils savent que si c'est voté, on en reviendra ex-ante à la situation d'il y a 30 ans ou 40 ans, quand l'euthanasie existait, de fait, d'une part, et que deuxièmement, ils auront, eux, un pouvoir qu'ils ne veulent pas assumer. Dans la loi, il est prévu que ça passe par les médecins qui d'une façon ou d'une autre, donneront. Il y a d'autres solutions. Je l'ai dit, j'ai été auditionné 3 fois à l'Assemblée nationale, je l'ai dit que la solution de l'Oregon, si on prend celle-là, est une solution possible, mais que le fait de repasser par un médecin qui n'en veut pas de ce pouvoir-là, qui ne veut pas donner la mort, qui ne veut pas considérer que la mort est un soin, eh bien, on va dénaturer le médecin, sa fonction, ce qu'il veut faire, et on va dénaturer ce qu'est un soin palliatif. D'une part, troisièmement. Et puis après, il y a un problème aussi philosophique qui est fort, qui est gigantesque même. Le problème, c'est celui de la liberté de la demande. Vous voyez ? Qu'en est-il d'une personne en souffrance ? Une personne en souffrance est une personne qui, par définition, quelle que soit sa souffrance et quelle que soit la profondeur des soins qui lui sont apportés, qui, bien évidemment, a besoin
des autres pour savoir ce qu'il en est, pour retrouver un espoir, une espérance, quelque chose à vivre au regard de ce qu'il en est, mais sa décision, sa capacité de décision, je ne dis pas qu'elle est nulle, je dis simplement qu'elle est problématique au regard de la situation qui est la sienne. Au regard de la situation qui est la sienne. Autre chose que je voudrais, et pour terminer, parce que je vais rester dans les 10 minutes pour ne pas défavoriser qui que ce soit, autre chose c'est qu'il faut penser sur ces débats-là, et je le regrette parce que les conditions du débat démocratique telles qu'elles se sont développées depuis 3 ans n'ont pas été à la hauteur de la complexité des sujets. Tout le monde a été auditionné, tout le monde a été entendu, personne n'a été entendu, mais il n'empêche que quelque chose doit être pris en compte sur ce conflit gigantesque qui existe entre ce que veut le législateur et la réalité du terrain tel que les gens les vivent et qui sont effectivement, comme je l'ai dit, absolument contre. Ma question, elle est simple, elle m'arrêtera là, c'est de dire, est-ce que si on pense la complexité, si on pense la difficulté d'une humanité qui ne peut pas se résumer, ne faut-il pas en rester à un principe qui était celui de Canguilhem, à savoir un interdit et quelque chose qui peut se faire en dessous de l'interdit. Maintenir l'interdit, c'est maintenir une liberté. C'est maintenir une fraternité, c'est maintenir une égalité des uns à l'égard de cet interdit. Tout ce qui peut se faire, tout ce qui pourrait se faire en dessous, pourrait se faire. C'est ce fait, il y a 1000 moyens d'aménager un certain nombre de choses, et s'il faut aménager quelque chose de plus, la solution de l'Oregon, comme je l'ai déjà indiqué, pourrait apporter un élément supplémentaire dans cette liberté en dessous de l'interdit. Quand on se prive de l'interdit, on s'en remet à l'arbitraire, on s'en remet à des situations qui sont souvent extrêmement compliquées à déceler les uns les autres, et on s'en remet aux dérives que l'on constate avec une extension à l'infini des droits à l'égard de tous ceux qui demanderont et qui vont demander de plus en plus, et à qui on va accorder de plus en plus pour des raisons nombreuses et variées, et surtout relatives au fait qu'on va faire comprendre aux uns et aux autres qu'ils sont de trop, surtout les pauvres, surtout ceux qui ne se peuvent pas, comme on le voit au Canada, comme on le voit dans d'autres pays, qu'ils sont de trop et qu'ils n'ont plus leur place dans le monde. Donc la question, et je m'arrête là, elle est simple ou compliquée, c'est quel monde voulons-nous? Quel monde voulons-nous de manière à accepter ou non ceux qui sont en situation de fragilité, de faiblesse et qui se sentent en trop? Voilà, on se sent tous en trop, toutes les personnes qui sont en fin de vie se sentent en trop, parce que indignes, parce que dans une situation inextricable, parce que d'une souffrance. Qu'est-ce que nous voulons comme monde commun ou comme monde séparé qui trouverait comme liberté supplémentaire de donner la mort? Merci. Merci beaucoup, M. Lévieux, pour cette intervention dans l'approche philosophique. À présent, nous allons voir la fin de vie dans une autre approche, l'approche politique et sociétale. Pour commencer, notre prochain intervenant va nous parler de l'évolution législative de la fin de vie. Il est très bien placé pour en parler parce qu'il est enseignant à Paris 8 et aussi ancien député. Mesdames et messieurs, voici M. Jean-François Mbaye. Merci, mais c'est vrai qu'il me revient la lourde tâche de balayer en 10 minutes l'évolution législative d'un sujet qui passionne. Et en écoutant l'orateur précédent, on imagine bien la passion qui l'anime. Alors on risque peut-être de me froisser avec certaines ou certains d'entre vous. Je vais tenter d'aborder cette question en 10 minutes sur l'évolution législative, mais en ayant si vous voulez, un fil rouge. D'abord en essayant de vous dire ce qui moi, m'a traversé finalement l'esprit en préparant cette intervention, c'est que finalement la mort est une certitude qui est totalement le contraire de la vie, qui est remplie d'incertitudes. Ça, on ne peut pas le nier. C'est deux notions qui sont totalement opposées. Et en faisant ça, je relisais aussi l'ancien Nobel de littérature, l'écrivain français André Gide, qui disait je voudrais mourir totalement désespéré. Quand Gide nous dit je veux mourir totalement désespéré, on voit bien là
qu'il insiste sur une espèce d'infinie curiosité que lui inspire la vie et qu'il exprime dans le même temps, peut-être par l'absurde, son insatiable appétit de vivre. Parce que finalement pour lui et pour beaucoup, en tout cas de ceux que l'on peut côtoyer, la seule justification possible de la mort qui puisse la rendre acceptable, c'est l'épuisement total de toutes les ressources permettant d'espérer. Permettant d'espérer quoi? Permettant d'espérer un retour à la vie. Et donc on voit bien que ce débat-là, ou cette question qui peut être une question philosophique, mais je suis quelqu'un d'infiniment petit pour me livrer à une quelconque argumentation sur ce terrain-là, mais ce que j'en tire, c'est que finalement, il est, pour ceux qui pensent comme ça, pour ceux qui voient la chose comme ça, pour eux, finalement, il est totalement impossible d'admettre que l'irréversibilité soit considérée, puisque la mort est irréversible, on ne peut pas y revenir, que l'irréversibilité, soit considérée comme la manifestation d'un acte en parfaite connaissance posé dans des conditions qui convoquent le consentement de la personne. Pour eux, ce n'est pas possible. Et donc, il y a à ce niveau-là deux théories ou deux approches que l'on a. Soit on est de ces tenants-là, soit on voit peut-être un peu plus en profondeur ou un peu plus loin cette question. Toujours est-il que, pour parler de cette évolution législative, il faut d'abord comprendre, à mon avis, ce mécanisme de la mort et de la vie. Et il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est que beaucoup de personnes et beaucoup d'orateurs le diront ou l'ont dit, le constat en France, c'est qu'on meurt très mal en France. C'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup d'études qui le disent. On voit aussi que les Français aspirent, en tout cas nos concitoyens aspirent à une vie, une fin de vie, plutôt paisible, plutôt digne, une fin de vie qui est choisie. Mais le constat est que, la réalité est que c'est pas le cas. Et donc, on assiste là, donc, partant de ce constat-là, on voit bien que le mal mourir en France, ce que j'appelle moi le mal mourir en France, se caractérise à la fois par une hypocrisie assez importante, puisque, on l'a dit, alors que certains bénéficient grâce à des équipes médicales compréhensibles, etc., d'une fin de vie apaisée et choisie, d'autres se rendent à l'étranger, mais dans le même temps, d'autres meurent dans des conditions absolument désastreuses, dans des conditions douloureuses, parfois souvent opaques. Et c'est là qu'il peut subsister, ou c'est là qu'il peut exister des abus liés à une décision médicale sans réel consentement du malade. Finalement, se pose donc, après ces quelques réflexions, se pose la question de garantir finalement le libre choix en fin de vie pour des personnes en impasse thérapeutique en permettant l'assistance médicalisée active à mourir. Et pour ça, moi je suis reparti, et je crois que c'est le professeur qui le disait en entrée, je suis reparti de la loi de 1999, la loi de juin 1999. La loi de juin 1999 qui vise à garantir un droit d'accès aux soins palliatifs pour toute personne malade et qui est centrée finalement sur le soulagement de la douleur et l'accompagnement des patients. En réalité, ce que j'en tire moi de cette loi, c'est que c'est une réponse politique prudente qui évite l'affrontement, qui évite d'aborder frontalement la question de l'aide à mourir. On est en 99, je rappelle que les premières lois de bioéthique sont en 94, donc il y a une espèce de balbutiement autour des questions éthiques, de la vie, de la procréation, etc. etc. Et on est là avec une loi qui pour moi est une réponse politique prudente qui va venir éviter d'aborder frontalement la question de l'aide à mourir. Elle traduit aussi, cette loi, la volonté des gouvernements successifs d'apaiser un certain nombre de tensions sociétales en apportant une solution médicale, mais en repoussant un débat qui est un débat plus fondamental sur l'autonomie des patients face à leur propre mort. Après 1999, on est sur la loi de 2005, donc la première loi Jean Leonetti de 2005, que je qualifie moi de compromis politique.
que je qualifie de compromis politique, là aussi face aux pressions sociétales, puisqu'elle est, je le rappelle, adoptée à l'unanimité, qu'elle va traduire un consensus qui est assez rare au Parlement. Elle va interdire l'acharnement thérapeutique, elle va permettre la suspension des traitements jugés inutiles, mais c'est une loi qui est une réponse directe aux polémiques qui sont nées, vous le savez mieux que moi, de plusieurs affaires médiatisées de patients en état végétatif dont les familles réclamaient l'arrêt des soins. D'un point de vue politique, cette loi est donc une espèce de compromis qui évite d'ouvrir la porte à l'euthanasie tout en répondant à une attente citoyenne forte. Là aussi, c'est une loi qui va être rapidement jugée insuffisante parce que une partie de la classe politique et les associations notamment militantes pour un véritable droit à mourir dans la dignité vont faire un certain nombre de pressions qui rendra finalement cette loi un peu incomplète, un peu insuffisante. Arrive 2016, donc la deuxième loi, cette fois-ci la loi Claes-Leonetti. Je rappelle que cette loi est sous la présidence de François Hollande, qu'elle vient à un moment donné compléter la législation en instaurant la fameuse sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais c'est aussi pour moi une loi qui se fait, c'est une espèce d'avancée sous contrainte politique. Une espèce d'avancée sous contrainte politique parce que là aussi cette réforme, c'est le fruit d'un engagement présidentiel, mais qui reste une solution à mon avis intermédiaire et qui ne répond toujours pas aux attentes de celles et ceux qui militent pour une légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. C'est un texte, cette loi, qui va illustrer parfaitement les tensions politiques autour de la fin de vie. Vous avez là un gouvernement socialiste qui est conscient de la forte demande dans la société, qui fait un pas en avant, tout en évitant un changement trop radical, susceptible de fracturer dans son propre camp, mais susceptible aussi de fracturer dans la société. Donc c'est vraiment une avancée que je qualifie, et là ce sont vraiment une avancée que je qualifie d'avancée politique. Mais c'est aussi cette loi, c'est aussi une loi qui va être perçue comme une manœuvre pour temporiser le débat de plus en plus pressant, puisqu'on voit bien que en même temps que l'évolution se fait chez le politique, on a aussi cette forme d'opinion constante qui se fait sentir. On voit que les enquêtes d'opinion fleurissent, on voit que beaucoup d'enquêtes montrent que les Français sont largement là aussi favorables à une législation qui permet aux personnes souffrant d'une maladie incurable de bénéficier d'une assistance médicalisée active à mourir, au même titre que ce qui se passe en Belgique, pour ne citer que cet exemple. On le voit tellement bien que, en décembre 2013, vous avez la conférence des citoyens sur la fin de vie qui est organisée par le CCNE, qui débouche sur des recommandations similaires à ce que je viens de dire. Vous avez un certain nombre de panels de citoyens représentatifs de diversité, de la diversité de la société, qui se prononcent en faveur d'une assistance médicalisée active à mourir. Vous avez les états généraux de la bioéthique en 2018. Vous avez même, à ce même moment, en tout cas dans cette espèce d'opinion constante, vous avez même le grand débat, souvenez-vous du grand débat national qui s'est tenu après la fameuse crise dite crise des Gilets jaunes, où la question de l'euthanasie, la question de la fin de vie, la question du suicide assisté n'était pas au rendez-vous de ce grand débat-là, mais s'est imposée dans certains grands débats. Vous avez par la suite, avant que la proposition de loi d'Olivier Falorni ne soit déposée, vous avez aussi cette fameuse convention citoyenne 184 français qui se prononce clairement. Et donc on voit bien qu'il y a cette opinion constante, croissante, qui mène, entre guillemets, aussi les débats sur cette question. On en arrive donc finalement avec tout ce mélange, tout ce mix, toute cette articulation, on en arrive à la proposition de loi de Falorni du 6 mars 2025, mais qui était déjà précédée entre 2017 et 2021 un certain nombre de propositions de loi. Je pense notamment à celle que j'avais moi-même co-signée avec Jean-Louis Tourelle. Je pense que certains le connaissent ici.
qui n'a pas pu aboutir. Et ensuite, à cette espèce d'obstruction, puisque Olivier Falorni en est à sa deuxième tentative. Il a eu une première tentative qui avait été bloquée vulgairement par ce qu'on appelle l'obstruction parlementaire, mais je ne rentrerai pas dans les détails. On en arrive à cette proposition du 6 mars 2025 qui reprend peu ou prou l'essence même de ce qui avait été porté entre 2017, 2021 et finalement 2025. Alors, là où les choses vont peut-être se gâter, c'est que moi je considère que cette loi d'Olivier Falorni constitue à la fois une rupture avec une approche législative prudente des gouvernements du politique et des gouvernements successifs et l'aboutissement peut-être logique d'une évolution sociétale et institutionnelle sur la question de la fin de vie. Pourquoi je le dis? Parce que dans le contexte dans lequel Olivier Falorni porte cette proposition de loi, dans le contexte dans lequel arrive cette proposition de loi, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit on décrédibilise totalement certains de nos outils démocratiques participatifs, je pense notamment à la convention citoyenne, au référendum, soit on continue de fracturer finalement davantage la confiance du citoyen envers le politique. Parce que n'oublions pas que, encore une fois, dans l'opinion, dans les enquêtes d'opinion, et dans ce qu'a produit la convention citoyenne, les choses ont été dites clairement. Après, effectivement, on peut toujours s'interroger sur les contours, sur la profondeur de cette loi, sur les mots qui sont choisis, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle arrive dans un contexte où il faut effectivement qu'on puisse répondre à cette évolution sociétale. Pour moi, c'est une évolution législative, en tout cas une proposition de loi qui d'abord met une rupture avec une forme de prudence législative et d'évitement politique. Je crois que quand on voit la construction, en tout cas, de la pensée de la législation, ou de la pensée de la fin de vie en France, la manière dont elle s'est construite sur des compromis progressifs, on voit bien, en tout cas moi c'est l'analyse que j'en fais, on voit bien que cette loi de 2025 de Falorni vient un petit peu en rupture. Et puis, je le disais, c'est aussi une loi qui va s'inscrire dans un mouvement sociétal très fort. Puisque elle vient s'aligner, en tout cas, avec une espèce d'évolution sociétale constante sur la fin de vie. Une évolution vraiment sociétale constante sur la fin de vie. Troisièmement, c'est aussi une proposition de loi qui impose un enjeu de recomposition politique et de clivage atypique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Contrairement à d'autres réformes sociétales comme le mariage pour tous ou l'IVG, on voit bien que le texte que porte Olivier Falorni, et qui a d'ailleurs été scindé en deux, vous avez un texte porté par une autre députée, Annie Vidal, sur les soins palliatifs, et un texte porté spécifiquement sur la fin de vie par Olivier Falorni. On voit bien que cette question de la fin de vie ne divise pas uniquement entre gauche et droite. Je pense qu'il faut arrêter de se mentir. Ce n'est pas une division entre gauche et droite. Ne jouons pas les hypocrites de première. On est là sur un clivage plutôt transversal, puisque vous avez aussi bien des soutiens et des oppositions qui traversent plusieurs familles politiques. À gauche et au centre, vous avez une majorité de parlementaires qui soutiennent cette proposition, qui met d'ailleurs en avant les libertés individuelles et finalement ce droit à l'autodétermination. À droite, vous avez, et parmi certains d'ailleurs élus de la majorité présidentielle, vous avez encore des réticences qui demeurent, et d'ailleurs souvent au nom de la protection des plus vulnérables ou des risques de dérive. Bon, c'est comme ça, mais je pense que c'est un sujet aujourd'hui qui est assez transversal et qu'on assiste à un véritable clivage transversal. Pour moi, je pense que au final, cette proposition d'Olivier Falorni va poser un dilemme stratégique pour l'exécutif et les partis traditionnels. C'est soit on est capable d'accompagner, je le dis très clairement, et Dieu seul sait que je n'ai pas toujours ma liberté de parole, soit on accompagne une réforme qui est devenue sociétalement incontournable, au risque de diviser dans le pays,
soit on freine son adoption pour maintenir une espèce de ligne prudente, pour jouer encore les biches effarouchées, ou pour avoir une pudeur de gazelle, on maintiendrait donc on freinerait son adoption, mais là aussi avec le danger d'apparaître en total décalage avec une opinion publique et de laisser un boulevard aux partis politiques qui s'empareront du sujet dans les débats à venir. Donc pour moi, le débat sur ce texte-là, et je ne parle que du texte d'Olivier Falorni en me dissociant du texte d'Annie Vidal sur les soins palliatifs, le débat ne sera pas seulement, à mon avis, un débat législatif, mais il marquera un choix de société fondamental sur la conception de la liberté, de la dignité et du rôle de l'État dans l'accompagnement de la fin de vie. Je vous remercie. À présent, notre prochain intervenant va nous parler de la fin de vie. Et son intervention s'intitulera La fin de vie vers une liberté choisie. Il est le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à monsieur Jonathan Dendy. Il va y avoir des répétitions, j'en suis désolé, puisqu'on s'exprime tous souvent aussi avec les mêmes mots, mais je voulais vous dire, moi déjà, que j'étais toujours surpris de devoir revenir ce jour-là sur ce débat, parce qu'en réalité, ce débat, il aurait dû être tranché depuis longtemps, et vous l'avez rappelé, tout ce parcours législatif. Je suis toujours surpris d'être là, parce que pour moi, on ne devrait pas encore être là à devoir en parler. C'est un sujet qui aurait déjà dû être discuté et surtout voté il y a bien longtemps. Ce parcours législatif, il faut quand même le rappeler, ça fait maintenant 2 ans et demi. 2 ans et demi qu'on attend enfin le vote d'un texte. Un texte qui a été arrêté avec la dissolution. Et puis, pour tout vous dire, en arrivant ici, nous avons appris que finalement le texte qui devait reprendre le 12 mai sur les soins palliatifs et le 19 mai sur la directive à mourir serait encore vraisemblablement repoussé par décision du Premier ministre qui souhaite faire voter un autre texte sur le retour des pesticides par rapport aux abeilles. Et tout ce temps que l'on prend, tout ce temps que l'on perd, c'est du temps que l'on vole aux autres. C'est du temps que l'on vole à des personnes qui n'ont pas accès à des soins palliatifs. C'est du temps que l'on vole à des personnes qui partent à l'étranger, qui partent en Suisse, qui partent en Belgique. C'est du temps que l'on vole à des personnes qui parfois sont obligées de se suicider violemment, très violemment, parce que face à la maladie, pour elles, c'est la seule solution. Elles se suicident tant qu'elles peuvent encore le faire. C'est un sujet intime, c'est un sujet tabou dans notre pays. Nous parlons de la mort, sujet tabou. C'est un sujet où nous avons chacune et chacun des convictions profondes, mais il faut respecter ces convictions. Nous avons des réponses différentes, nous ne pensons pas la même chose, mais il n'y en a pas un de nous qui peut prétendre détenir des certitudes. Il n'y en a pas un de nous qui peut prétendre détenir une vérité universelle. Et ça a été très bien redit en introduction. Mais c'est justement parce qu'il y a ces incertitudes qu'il faut qu'on sache regarder les choses en face et qu'on sache faire évoluer la loi, qui est une demande depuis des dizaines et des dizaines d'années des Français. Les Français ne disent pas demain mourir dans la dignité, ce sera mourir dans le cadre d'une aide active à mourir par une euthanasie ou par un suicide assisté. Les Français disent, et peu importe qui pose la question, peu importe comment est posée la question, nous souhaitons qu'il y ait une loi qui respecte notre parole. Nous souhaitons qu'il y ait une loi qui nous replace au cœur même de notre décision. Et nous ne souhaitons plus nous faire voler cette liberté, puisque je vais vous parler de liberté, liberté de pouvoir accéder à des soins d'accompagnement, à des soins palliatifs de qualité et en quantité, et parfois, ce serait un recours, liberté de pouvoir demander à être accompagné dans le cadre d'une euthanasie ou du suicide assisté. Et pour faire plaisir à mon ami Damien Noguet, je vais parler de la devise républicaine, pour parler de ce grand sujet qui est l'accompagnement en fin de vie, et disons très clairement l'accompagnement des personnes qui sont atteintes d'une affection grave et incurable, qui ont des souffrances physiques ou psychiques qui leur sont insupportables. C'est de ce sujet que nous débattons et pas un autre. C'est une loi de liberté parce qu'elle doit respecter toutes les consciences. Damien, tu avais peur tout à l'heure avec le délit d'entrave, je te rassure, tu pourras toujours dire tout ce que tu dis aujourd'hui, demain. Le délit d'entrave sur l'IVG n'a pas empêché qu'il y ait toujours des débats, qu'il y ait toujours des questionnements.
Respecter la liberté de conscience de chacun, c'est respecter la liberté de ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est respecter la liberté de conscience des soignants qui parfois en soins palliatifs voudront peut-être accompagner dans le cabinet qui va mourir, de médecins qui voudront peut-être le faire, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui ne souhaiteront pas s'engager sur cette voie-là, à condition évidemment que la conscience soit personnelle et qu'il n'y ait pas une conscience institutionnelle qui puisse être fixée. La liberté de choix, c'est aussi pouvoir décider, et ce sont des termes importants qui ne sont pas assumés dans le texte de loi. Moi, je préfère les assumer. Suicide assisté, euthanasie. Oui, il doit y avoir cette liberté de choix de la personne qui le demande à pouvoir faire le geste sur elle-même si elle le souhaite, ou à pouvoir être accompagnée par un médecin ou par un soignant qui ferait le geste à sa demande. C'est cela, respecter la conviction et la liberté de conscience de toutes et tous. Et puis, il y a un sujet qu'on passe toujours un petit peu vite et qui a été largement ignoré lors des débats, c'est celui des directives anticipées. Nous en avons parlé, ces directives anticipées, dont le poids a été renforcé dans la loi de 2016. Ces directives anticipées qui permettent d'ailleurs de pouvoir demander une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, mais qui ont été lamentablement ignorées dans le cadre du projet de loi et donc dans le cadre des propositions de loi qui arrivent, comme si nous pouvions demander cette sédation, dans des directives anticipées, demander cette sédation, mais que nous ne pouvions pas demander à bénéficier d'une aide active à mourir dans le cadre de ces directives anticipées. Je rappellerai simplement, puisque tout à l'heure il a été dit des choses sur la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, que ce n'est pas mourir de faim et de soif. La sédation est aujourd'hui proposée ou peut-être demandée par des personnes qui ont un pronostic vital engagé à court terme, qu'on définit très bien, puisque la Haute Autorité de Santé l'a parfaitement défini, contrairement aussi à ce qu'on a pu dire tout à l'heure, c'est quelques heures à quelques jours. Effectivement, le moyen terme n'est pas défini, la phase avancée a aussi été définie, elle va être redéfinie par la Haute Autorité de Santé prochainement, sédation qui peut être demandée par des personnes majeures ou mineures dans le cadre de la loi de 2016. C'est une loi d'égalité qui doit arriver, parce qu'aujourd'hui on fait face à de troublantes inégalités. On en a parlé, on pourra toujours en reparler, il faut que cette première loi soit votée à l'unanimité, celle qui doit consacrer les soins palliatifs et les soins d'accompagnement. Vous avez un petit peu moins de départements aujourd'hui qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, puisque le plan décennal a permis de créer 3 unités de soins palliatifs, on pourrait en créer 9, mais bon, que voulez-vous, une dissolution, une censure, etc., les choses ne se mettent pas en place. Il faut bien réaliser que ce n'est pas l'aide active à mourir qui a été mise à la poubelle par une dissolution ou une censure, et qui sera peut-être mise à la poubelle demain. C'est tout le cheminement également sur les soins palliatifs et les soins d'accompagnement, mais il est anormal dans notre pays que vous ne puissiez pas avoir accès normalement à des soins palliatifs de qualité et en quantité. Vous avez des soins palliatifs dans tous les départements. Il faut rendre hommage à tous les soignants, à tous les bénévoles qui sont dans des équipes mobiles de soins palliatifs, pour les hôpitaux qui ont des lits identifiés de soins palliatifs. Les unités de soins palliatifs, pardonnez-moi d'en parler ainsi, mais c'est pour accompagner ce qu'on appelle les cas les plus complexes. Il n'est pas normal que vous ayez à lutter pour pouvoir entrer dans ces unités, et il n'est pas normal que vous ayez à devoir changer de département, et que finalement ce soit un peu la loterie pour être accompagné comme vous l'avez décidé. Ça s'appelle la démocratie sanitaire. Oui, si la moitié des Français qui pourraient avoir accès aux soins palliatifs n'y ont pas accès, ça ne veut pas dire que cette moitié des Français demanderait absolument à avoir accès, évidemment, demain à des soins palliatifs. L'inégalité, elle est territoriale. Alors on est à Saint-Denis, on ne peut pas bénéficier de l'exemple dont je vais vous parler, mais vous avez en France ce qu'on appelle des zones d'organisation d'accès aux soins transfrontaliers. Ces zones qui existent depuis longtemps permettent à des Français de pouvoir légalement partir en Belgique pour être accompagnés dans le cadre de la loi belge qui existe depuis plus de 20 ans, donc avec par exemple l'euthanasie et le suicide assisté. On oublie parfois qu'il y a le suicide assisté aussi en Belgique, et vous faire rembourser par la sécurité sociale les soins préparatoires à cette euthanasie ou à ce suicide assisté que la France interdit elle-même sur son territoire. On marche un peu toujours sur la tête avec beaucoup d'hypocrisie quand on parle de ce sujet. Et puis, l'inégalité territoriale, elle est de pouvoir partir en Belgique, mais c'est aussi une inégalité financière, de pouvoir payer pour partir par exemple en Suisse, 10 000, 12 000 euros parfois. Et Damien, tout à l'heure, tu parlais de la clandestinité, en faisant fi, on se connaît très bien, de ne pas bien comprendre ce qu'était cette clandestinité. Je vais vous l'expliquer très facilement et tu connais mon histoire. La clandestinité, ce sont les euthanasies qui sont pratiquées encore aujourd'hui, dans des hôpitaux, par des médecins, à la demande de personnes, mais ces médecins se mettent hors la loi en le faisant. Ça existe, on ne peut pas le nier, personne ne peut le nier. On ne sait pas combien, évidemment, c'est la clandestinité. Moi, je me suis engagé dans ce combat parce que j'ai accompagné mon père en France dans ce cadre-là. C'était en 2000.
Donc cette clandestinité existe. Et moi, je me battrai toujours pour qu'une loi qui protège les soignés protège également les soignants qui pratiquent cet acte-là. Et aujourd'hui, en tant que fils qui a accompagné son père dans ce cadre-là, je peux vous dire toute la douleur de devoir garder secret les choses. Car au-delà d'un accompagnement compliqué, il y a la douleur du secret qui reste et pour la famille et pour le médecin, et cette loi permettra enfin d'arrêter. Et puis c'est une loi de fraternité qui doit reconnaître, et ce n'est pas on fait tomber tous les tabous, on élargit la loi, mais qui doit reconnaître qu'on ne peut pas parler d'un pronostic vital engagé à court ou à moyen terme, car personne ne pourra le définir dans le cadre d'une aide active à mourir. On doit replacer la personne au cœur de sa décision et mettre en avant l'incurabilité et les souffrances exprimées. Les souffrances exprimées et qu'elle jugerait insupportables. Seule la personne peut définir ce qu'elle est prête ou non encore à endurer. C'est le droit de ne pas souffrir, c'est le droit de ne pas subir, et cela normalement est consacré par la loi depuis très longtemps. Et puis c'est une loi qui rassure in fine. On a eu des chiffres hier sur la Belgique, où on nous dit qu'il n'y a que 106 Français qui partent en Belgique. Non, vous avez beaucoup plus de demandes, y compris de Belges, pour entrer dans le cadre de cette aide active à mourir. Et ces Français ou ces Belges, même dans d'autres pays qui entrent dans ce parcours-là, sont simplement rassurés qu'in fine, si vraiment il y avait besoin, il y aurait cette possibilité, il y aurait ce recours. Comprenez-le bien, je ne juge absolument personne, je ne juge aucune conviction, mais je défends une loi qui ne peut reposer que sur deux piliers. Une réponse simple, mais une réponse avec un engagement très clair de l'État sur les soins palliatifs et les soins d'accompagnement, et un recours ultime, par le cadre de l'aide active à mourir, en assumant toujours les mots l'euthanasie et le suicide assisté, puisqu'hier j'ai eu la surprise d'entendre que la présidente des sociétés françaises d'accompagnement de soins palliatifs, Claire Fourcade, annonçait qu'elle pratiquait déjà des aides actives à mourir dans le cadre d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Donc je vais arrêter de parler d'aide active à mourir quand je parle d'euthanasie ou de suicide assisté et assumer totalement les mots. Voici les piliers de cette loi, et j'espère qu'un jour nous arriverons prochainement à l'avoir votée, et qu'enfin on arrivera à ne pas être dans un débat hystérique, mais dans un débat qui soit toujours serein et apaisé, en n'oubliant jamais que quand on débat entre nous, ce sont des malades qui sont au centre, et ce sont des malades qui demandent à ce qu'on porte leur voix, parce qu'ils ne peuvent parfois plus s'exprimer eux-mêmes. Notre prochain intervenant, c'est un avocat, il est aussi écrivain, il est bénévole pour ce palliatif. Il va nous faire une analyse comparée de la fin de vie au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, voici Monsieur Erwan Lemordel. Merci. Donc, il me revient, selon le programme initial, d'évoquer les leçons des systèmes étrangers et d'aborder certains aspects sociétaux. Ce sera évidemment résumé. Et pour ne pas perdre de temps, je commence tout de suite avec les leçons des systèmes étrangers. Alors déjà, on va commencer par ajuster la focale. Il y a 198 pays dans le monde, 187 interdisent l'euthanasie, 9 l'autorisent, 5 sont en Europe, parmi 27 pays membres, et je me concentrerai sur la Belgique. Pourquoi ? Parce que le système belge est, avec le système hollandais, le plus ancien qui autorise l'euthanasie, et parce qu'il a fourni la trame de la proposition de loi Falorni, qui en a élargi les conditions d'accès et même affaibli les quelques protections procédurales. Alors, comparons rapidement les systèmes belges et français. La loi belge de 2002 a dépénalisé l'euthanasie. La proposition de loi Falorni entend faire de l'euthanasie un acte autorisé par la loi selon les termes du code pénal. Donc, dans les deux cas, on a une dépénalisation de ce qui, si les conditions ne sont pas réunies, constitue un homicide. La condition principale d'accès à l'euthanasie est à peu près similaire. La loi belge s'applique aux situations dans lesquelles le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. La proposition de loi Falorni s'applique à un patient qui est atteint d'une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale et qui présente une souffrance physique ou psychologique qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne.
Alors en réalité, les deux textes se rejoignent dans leur rédaction vaporeuse. La notion belge de situation médicale sans issue n'est pas plus claire juridiquement que la notion d'engagement du pronostic vital, qui ne précise même pas si le pronostic est engagé à court ou à moyen terme, sachant que notre pronostic vital à tous, ici, est aujourd'hui engagé. Quant à la phase avancée d'une maladie, elle peut concerner nombre de situations dans lesquelles le pronostic vital est certes engagé, mais potentiellement à long terme. On peut vivre longtemps avec une insuffisance rénale sous dialyse, un Parkinson, une sclérose en plaques, qui pourtant engage le pronostic vital. Si la loi belge fait état d'une souffrance insupportable, la proposition de loi Falorni précise que c'est une souffrance insupportable selon la personne. Je comprends l'idée, mais juridiquement, c'est aussi subjectif qu'insusceptible de contrôle. Autre élargissement par rapport au système belge, qui est assez dommageable, c'est qu'en Belgique, la demande d'euthanasie doit être formulée par écrit. Il n'en est rien dans la proposition de loi Falorni, ce qui posera des problèmes de preuve et de contrôle. Il faudra quand même prouver que la personne a demandé l'euthanasie. S'il n'y a pas d'écrit, comment le fera-t-on ? En Belgique, comme dans la PPL, le médecin qui reçoit la demande doit solliciter un deuxième avis. Mais dans les deux cas, le deuxième avis est consultatif. C'est-à-dire que si le deuxième avis est négatif, on pourra quand même procéder à l'euthanasie. En revanche, la loi belge dispose que le second médecin examine le patient. Notre PPL se contente de prévoir que le médecin l'examine, sauf s'il ne l'estime pas nécessaire. On note avec intérêt qu'un médecin peut estimer superflu d'examiner un patient dont il approuve pourtant la demande de mort. Les délais d'exécution. Alors, lorsque le décès n'est pas prévu à brève échéance, la brève échéance en Belgique allant jusqu'à un an, la loi belge prévoit un délai minimum d'1 mois entre la demande et l'exécution de l'euthanasie. Il n'en est rien dans la proposition de loi Falorni. Ainsi, même si le décès n'est pas attendu avant plusieurs mois, voire 1 an, le délai de réalisation est fixé à 48 heures dès que le médecin a donné son accord. Le président de la République avait d'ailleurs parlé d'un minimum, je le cite, d'un minimum de 2 jours d'attente pour tester la solidité de la détermination. Et pourtant, même ce délai de 48 heures peut être abrégé à la demande de la personne. Qu'est-ce qui est plus court que 48 heures ? 24 heures, 12 heures, 6 heures, tout de suite. Pourtant, moi, en seulement 3 ans de soins palliatifs à raison d'une demi-journée par semaine, je peux vous citer une demi-douzaine de cas de personnes que j'ai rencontrées qui demandaient fermement l'euthanasie pendant au moins 48 heures et l'ont abandonnée en étant tout à fait en pleine possession de leur esprit, passer un délai de 48 heures, passer 3-4 jours. C'est très fréquent. Alors je ne veux pas être exhaustif, mais je veux aussi évoquer la question du contrôle. On peut estimer nécessaire de contrôler un acte dont je vous répète que si les conditions ne sont pas remplies, il est un homicide. Il y a un même principe dans les deux systèmes, seul un contrôle a posteriori est prévu. Et un même désagrément, c'est que le patient est mort lorsque l'on constate que les conditions n'étaient pas réunies. Le contrôle est confié à une commission de contrôle. Alors la commission belge a l'honnêteté de reconnaître qu'elle n'a pas les moyens de faire d'autres contrôles que sur déclaration. Il n'y aura pas de contrôle inopiné, pas de contrôle sur pièce. Il incombe donc au médecin qui a pratiqué l'euthanasie de déclarer qu'il n'a pas violé la loi et on s'en satisfera. Que se passe-t-il maintenant si la commission constate que les conditions légales n'ont pas été respectées ? Alors en Belgique, la loi prévoit que cette commission, je cite, envoie le dossier au procureur du roi. On peut déjà s'étonner de l'existence d'un filtrage par des personnes qui ne sont pas magistrates et qui sont elles-mêmes impliquées dans le processus, puisque ces membres sont tous des militants et ou des praticiens de l'euthanasie. Mais on notera qu'elle envoie le dossier, c'est une obligation. Dans le système français, c'est une faculté. Si la commission constate des manquements dans la réalisation de l'euthanasie, la commission peut saisir. Ou ne pas le faire,
et elle peut saisir non pas le procureur, mais la chambre disciplinaire de l'ordre compétent. Je pense que c'est assez dissuasif pour quelqu'un qui envisage de commettre un homicide. Des dérives. Alors je ne vais en illustrer que deux. D'une part, c'est l'élargissement constant des conditions de recours à l'euthanasie, qui permettent de dire que dans tous les pays qui en ont posé, Belgique, Hollande, Canada, les conditions sont toutes vouées à disparaître et évoluent toutes vers un élargissement constant. Deuxièmement, c'est le risque qui pèse sur les personnes en situation sociale précaire. Le mieux, je pense, pour l'illustrer, vous aurez compris que ma position n'est pas favorable à l'euthanasie, mais dans ma grande générosité, je vais laisser la parole à ceux qui pratiquent des euthanasies. Le premier s'appelle Bert Kaiser. Il est hollandais, il est gériatre, il est philosophe, il pratique des euthanasies depuis 16 ans, et dans une émission d'Arte à laquelle nous participions tous les deux, il a répondu à la question de savoir s'il y avait une pente glissante. Je vous laisse l'écouter. On légalise l'euthanasie, est-ce qu'on est sur une pente glissante? Oui, je dirais 3 fois oui. Il y a une pente glissante et on est dessus. En 1955, personne aux Pays-Bas n'obtenait l'euthanasie. Ce n'était simplement pas une option. En 2021, 7000 personnes ont obtenu une euthanasie. Donc quelque chose a changé. Et je peux vous dire que les catégories qui pouvaient en profiter les premières années étaient seulement des personnes en fin de vie. Et puis, on a ouvert le droit aux malades chroniques, aux patients psychiatriques, aux personnes âgées avec une accumulation de pathologies. On va toujours ajouter de nouvelles catégories, et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Mais écoutez, moi j'en ai... Ça, c'est moi qui ne suis pas content. La deuxième préoccupation porte sur l'égalité devant l'euthanasie. Plusieurs affaires ont émergé en Belgique, en Hollande et beaucoup au Canada, comptant le fait que des personnes ont demandé l'euthanasie faute d'avoir les moyens de vivre dans leur situation. Au Canada, au cours d'un séminaire de formation des médecins effecteurs d'euthanasie, une formatrice, Althea Gibb-Carsley, qui en a même effectué plusieurs dizaines, évoquait sa propre expérience. Et au milieu de plusieurs cas, elle parle... et de plusieurs cas qui parlent tous d'euthanasie réalisée sur des personnes qui sont dans des conditions sociales précaires. Elle parle de Mary, et là aussi je vous laisse écouter cette formatrice. C'est en anglais, mais elle parle lentement et je traduirai derrière. Mary is very clear that she wants to live. She does not want to die. But she's suffering terribly, and she's been maxing out her credit cards. She has no other options, and she's very clear that... Voilà, donc Mary est très claire, elle veut vivre, elle ne veut pas mourir, mais elle souffre terriblement et elle a explosé ses plafonds bancaires. À ce stade, je me permets de considérer qu'évoquer une loi de liberté ou d'égalité est une vision terriblement désincarnée de la fin de vie, et la fraternité m'échappe également. Alors, les enjeux sociétaux. Il est d'abord essentiel, on l'a dit, même en introduction, de se souvenir que ce n'est pas qu'une question individuelle, c'est une question collective qui embarque nous-mêmes, nos proches, nos soignants et toute la société. Je ne vais qu'attirer votre attention par 5 petites touches sur ces points-là. L'impact déjà sur les soignants. Je suis bénévole et je vis mes après-midi hebdomadaires avec les patients, certes, mais surtout au plus proche, enfin pas surtout, mais au plus proche des soignants. Or, personne ne prend en considération la violence que représente une demande d'euthanasie auprès des soignants. On peut le regretter, on peut le désapprouver, mais c'est comme ça, et je le constate. Et on sait qu'en France, 22% des médecins de soins palliatifs et 17% des infirmières sont prêts à démissionner plutôt que d'être associés à l'euthanasie. Or, nous avons déjà un grand manque de soignants en soins palliatifs. Il me semble donc très paradoxal de prétendre, d'une main, donner les moyens aux soins palliatifs et de l'autre main, de mener une politique qui en écartera les soignants. Deuxième question, la conciliation de la légalisation du suicide assisté et de la prévention du suicide.
Sur ce point, je me contenterai de citer Elena Chamorro, cofondatrice du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, militante contre le validisme. On crée des lois qui mettent en place deux catégories de personnes. Des personnes valides, qui bénéficient de la prévention du suicide, et des personnes malades et ou handicapées, à qui on propose le suicide assisté. Troisième point, il faudra assumer sa décision de vivre maintenant. La légalisation de l'euthanasie, nous dit-on, permettra un nouveau choix, le choix de mourir. Il y a une autre implication majeure qui est sous-estimée. Le fait de continuer de vivre d'un fait naturel deviendra une décision. Et comme toute décision, vous en serez comptable, éventuellement devant les autres, mais certainement face à votre propre conscience. Il faudra qu'au moins pour vous-même, vous puissiez vous justifier que cela se justifie, que cela vaille la peine que vous continuiez de vivre. Dans la situation où se trouvent les personnes concernées par l'euthanasie et le suicide assisté, fatiguées, souffrantes, souvent sujettes à la dépression, très souvent anxieuses d'être un poids pour leurs proches et même pour la société, soumises à des questions véritablement existentielles, c'est presque une incitation à demander la mort et c'est assurément une pression psychologique douloureuse. Autre question, que devient-on quand l'euthanasie devient une nouvelle norme sociale ? Il y a un patient de 80 ans qui est arrivé dans le service et quand il a eu son premier rendez-vous avec le médecin, il lui a dit « Docteur, je compte sur vous pour que ça aille vite ». Le médecin lui a dit « En clair, vous me demandez de vous euthanasier ». Le patient a répondu « Docteur », toujours les grands mots. Moi, ce patient, je l'ai rencontré plusieurs fois, plusieurs lundis de suite. Il a pu rentrer chez lui, parce qu'on peut aussi rentrer chez soi parfois. Et il m'a dit ceci, je viens d'avoir un arrière-petit-fils, et celui-là, je ne pensais pas que je le rencontrerais. La vie continue. Et je ne peux pas m'empêcher, moi, de penser que ce monsieur, le premier jour, quand il est arrivé, il a offert au médecin le visage que la société attend désormais d'une personne âgée, quelle est la décence et la modernité d'être digne et de devancer la mort. Enfin, quelle sera notre tolérance à la fragilité ? Les soignants soulignent le risque de moindre inventivité médicale lorsqu'il sera possible de recourir à l'euthanasie. Parce que depuis des années, l'impossibilité les a obligés et leur a permis de découvrir des prises en charge innovantes. Et nous ? Lorsque l'euthanasie ou le suicide assisté sera possible, quelle sera notre tolérance à la fragilité qui dure, au mourant qui s'éternise, alors que ce serait évitable ? Comment accepterons-nous que cela dure, que cela coûte, alors que cela pourrait aller plus vite ? Il y a un patient qui était atteint d'un myélome multiple et victime d'un AVC et qui, dans la chambre où nous étions, me vantait les pays qui seraient plus avancés que nous sur l'euthanasie. Il me dit... parce que soigner tous ces gens, c'est beaucoup de sous. Je lui ai pas dit qu'il était là pour en parler, qu'après 7 lignes de chimiothérapie et de greffe de moelle, et tous les sous que ça avait coûté. Mais même dans sa situation, il faisait un lien direct entre le coût des soins et l'euthanasie. À tout seigneur, tout honneur, je conclurai avec le président de la République. Emmanuel Macron, dans l'interview croisée qu'il a donnée à La Croix et à Libération, a eu ces mots. Cette loi de fraternité permet de choisir le moindre mal quand la mort est déjà là. Quand la mort est déjà là et que pourtant le malade est toujours là. Ces mots du président sont la négation même des soins palliatifs. Car de vous à moi, ma façon de pratiquer la fraternité véritable, c'est celle des soins palliatifs. Et en soins palliatifs, on n'accompagne pas des déjà morts. On accompagne des vivants, et des vivants jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Le Morellet. On a beaucoup parlé des soignants, des patients. À présent, nous allons donner la parole aux soignants, justement, parce que nous abordons l'approche médicale de la fin de vie. D'abord, notre prochain invité, c'est un médecin qui est chef d'unité
soins palliatifs, aussi président du comité d'éthique à l'hôpital Jean Jaurès. Son intervention s'intitule Les leçons d'expériences étrangères, parce que selon son établissement, justement, ils ont mené des études à l'étranger avec différents établissements pour l'euthanasie et seront autorisés. Mesdames et messieurs, je laisse la parole à M. Cédric Chessac. Je suis assez content du débat et je suis content aussi que tous les intervenants aient dit qu'il fallait développer les soins palliatifs. Effectivement, les soins palliatifs en France ne sont pas assez développés. Il y a certains territoires qui sont mal couverts, qui sont insuffisamment dotés, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Les soins palliatifs, c'est aussi, comme le disait ma voisine Johanna Marsico, une médecine qui est toute jeune, qui a à peine 30 ans, où il y a encore beaucoup de choses à inventer, à trouver, à améliorer. Et puis effectivement, quand on est atteint d'une maladie grave, quand on a des symptômes un petit peu importants, de plus en plus importants, on va évoluer, on va changer la vie. Et c'est vrai que nous tous ici, quand on fait un débat, quand on réfléchit, on est dans une situation où peut-être on n'est pas en situation et les choses évolueraient si on était dans cette situation. Et effectivement, on voit dans les deux sens des patients qui arrivent avec une demande d'euthanasie, une demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, et qui après changent la vie. Moi-même, même si je suis médecin de soins palliatifs et que tous les jours je suis en soins palliatifs, je ne sais pas s'il m'arrivait une maladie grave avec des symptômes embêtants, ce que je souhaiterais pour moi. Ce qui veut bien dire aussi que je vais me garder de savoir ce que je veux pour les autres. Et effectivement, comme vous le disiez, vous citiez Badinter, qui disait que si sa loi pouvait servir à une seule personne sur 10, alors elle vaudrait le coup. Et vous disiez par la même occasion que sur 10 patients qui rentraient à Jeanne Garnier avec une demande d'euthanasie, seulement un persistait dans sa demande. Est-ce que dans cette situation-là, ça vaut pas le coup de se poser la question? Alors, nous, simplement, c'est vrai qu'on a entendu les débats, participé, lu tout ce qui se passait, eu souvent l'impression qu'il y avait d'un côté les Indiens et les cow-boys et qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu impossible à mettre ensemble, mais en tout cas on est allé voir. C'est-à-dire que les équipes de notre groupe sont allées au Luxembourg et en Belgique voir comment ça se passait en réalité dans les services, dans les équipes mobiles de soins palliatifs, dans les comités d'éthique. Moi, je suis allé au Luxembourg. Le Luxembourg, c'est un petit pays dans lequel la loi est passée en 2009. Ils ont eu donc la loi des soins palliatifs en même temps que la loi d'aide active à mourir ou d'euthanasie ou de suicide assisté. Donc, en gros, ils ont une génération d'expérience par rapport à nous. Dans l'unité où j'étais, qui est une unité comparable à la mienne, un peu plus petite, il y a 15 lits. Et l'année 2024, ils avaient effectué une euthanasie. En 2023, 3 euthanasies. Ce que je veux dire par là, c'est que on a rencontré nous des soignants qui, comme on peut l'être aujourd'hui, étaient farouchement opposés, il y a 15, 20 ans, à toute évolution de la loi. Aujourd'hui, dans le service que moi j'ai vu, l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées, on a un discours qui est beaucoup plus apaisé et quelque chose qui est intégré aux soins. Je pense effectivement que ça concernera très très peu de patients. Et j'espère que la loi sera suffisamment bien faite pour que ça concerne des patients qui en ont vraiment besoin et qui seront dans la capacité d'avoir la liberté de le demander dans de bonnes conditions. Et je pense aussi que ça n'empêchera pas, en tout cas je le souhaite, et c'est ce que j'ai vu, un développement important des soins palliatifs. Je pense effectivement que c'est une demande à la marge de certains patients qui sont dans des situations où effectivement la loi actuelle et ce qui leur est proposé ne répond pas à leur situation.
la même façon, si personnellement il m'arrivait quelque chose comme ça, je ne sais pas aujourd'hui si je souhaiterais aller jusque... Dans mon service, on dit que si quelqu'un veut aller jusqu'à la dernière goutte de son stylo, on va l'accompagner jusqu'à la dernière goutte de son stylo. Et en même temps, si quelqu'un ne veut pas vivre quelque chose d'intolérable, alors on doit être là pour ça aussi. C'est vrai qu'on pourrait considérer qu'il y a une espèce de toute-puissance de la médecine, c'est ce qu'on a entendu parfois, à avoir cette possibilité-là. Moi, je pense que ce n'est pas du tout une toute-puissance. Je pense au contraire que c'est une reconnaissance de notre incapacité parfois à soulager tous les maux ou certaines situations. Et je pense que ça restera toujours à la marge. Parce que pour que quelqu'un demande qu'on abrège sa vie, c'est quand même qu'il est arrivé là. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Notre organisateur n'est pas là pour continuer. Alors, la prochaine intervenante, c'est Elisabeth de Courrèges, qui va parler du retour d'expérience d'une soignante. Je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. On m'avait dit que je faisais la conclusion, donc j'étais en train de sagement attendre, mais c'est très bien. Même si c'est pas évident de prendre la suite après de si belles interventions, si riches, si détaillées, si précises. Moi, je vais plutôt vous apporter un témoignage et je voudrais peut-être introduire avec un ressenti que j'ai eu tout à l'heure lors de l'introduction de notre conférence, puisqu'il vous a été fait un peu un tableau de ce qu'était un patient en fin de vie cloué sur un lit, les yeux fixés sur son plafond. Et en fait, moi, je me disais, tiens, c'est marrant, là où je travaille, les patients, ils sont certes sur un lit, mais ils ont les yeux fixés sur le ciel. Pourquoi ? Parce que là où je travaille, on peut emmener les lits des patients dans le jardin. Le jardin, où ce matin, avec d'autres patients, on a accroché des œuvres d'art faites par des patients. La preuve qu'il y a encore des choses qui peuvent se vivre, se créer, se faire en fin de vie ou dans des maladies incurables. Dans ce jardin, donc, on peut emmener les lits, on peut emmener les fauteuils, on peut venir en famille, entre amis et vivre des moments de vie. Il y a beaucoup d'oiseaux, c'est une chance incroyable en plein cœur du 15e arrondissement de Paris. Un havre de silence entouré d'une grande avenue à double voie, l'avenue Émile Zola, où il y a un bruit monstre. C'est assez étonnant, c'est assez improbable. Vous aurez peut-être reconnu l'endroit dont je parle et qui a déjà été cité. On peut emmener les lits aussi dans la bibliothèque, on peut emmener le lit dans la salle d'art-thérapie, on peut emmener le lit près de la balnéothérapie, on peut emmener le lit dans la chapelle, où les vitraux reflètent une lumière incroyable. On peut emmener le lit partout, on peut même parfois revenir chez soi, parce qu'il y a aussi des soins palliatifs à domicile. Donc je me suis dit, c'est marrant, parce que les patients, là où je suis, certes, ils sont dans un lit, mais ils ont les yeux fixés vers le ciel, et particulièrement hier, sous un très beau soleil. Ils sont encore, comme le disait M. Le Moredec, bien dans la vie. Et parmi ces patients, je voudrais vous parler notamment d'un monsieur que j'ai accompagné, il y a quelques années maintenant, monsieur G. Monsieur G, qui était un ancien patron d'un grand laboratoire pharmaceutique, qui avait énormément progressé dans son métier, qui avait énormément voyagé. Il disait qu'il avait fait tous les continents sauf l'Océanie et que c'était un peu le dernier manque à son palmarès. Palmarès, j'utilise ce mot parce que c'était un grand sportif. Il est arrivé dans la chambre de notre clinique avec toutes ses médailles, tous ses trophées. Voilà, donc une vie très réussie, très pleine de défis, de challenges, des enfants, voilà, une famille unie, un grand goût pour l'aventure. Et puis on lui annonce un cancer. Et il arrive dans notre clinique parce qu'il devient trop dépendant pour rester chez lui. Et on lui dit, voilà monsieur, ça, a priori ça va se dégrader et il n'y aura plus de guérison espérée. Enfin plus, voilà. Et il arrive chez nous et dit, je vous préviens, moi je préfère mourir que de me voir diminuer.
Et cette réaction, elle est extrêmement légitime, elle est extrêmement compréhensible. Enfin, je pense qu'on serait dans un tel élan de vie, tout d'un coup coupé en plein vol, on serait aussi désespéré que lui. Enfin, à ce moment-là, moi, jeune et en bonne santé, je me suis dit, bah oui, je peux comprendre. Et pourtant, notre mission, c'était de l'accompagner dans la vie qui lui restait à vivre. Voilà, c'était pas forcer la vie à tout prix, mais donner du prix à ce qu'il reste à vivre. Et donc, on a accompagné ce monsieur, et régulièrement, il nous disait, je vous préviens, je préfère mourir que de me voir diminuer. Et puis, il était dans une chambre, et dans la chambre attenante à la sienne, il y avait une petite dame plus âgée que lui, petite parce que vraiment pas très grande en taille, et un peu désorientée et malvoyante. Et en fait, elle se trompait tout le temps de chambre, et elle allait tout le temps chez lui. Et du coup, il en avait marre. Il est venu nous voir dans le bureau pour nous dire « j'en peux plus ». Enfin, on rajoutait quelque chose un peu à sa colère. En même temps, pour des raisons logistiques, on ne pouvait pas forcément faire autrement. Et puis, un matin, il est arrivé dans le bureau et on s'est dit « aïe, 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 ça va recommencer ». Et là, il nous a dit « vous savez, en fait, cette dame, j'ai compris qu'elle avait peut-être besoin que je l'aide ». Et à partir de ce jour-là, il l'a prise sous son aile, mais littéralement parce qu'il est très très grand, et donc elle toute petite. Et donc il lui tendait le bras et il l'accompagnait au repas, il l'accompagnait à l'accueil pour aller chercher son courrier. Puis il a fait ça pour cette dame, puis pour le voisin, puis pour le voisin du voisin, puis pour la voisine, puis pour toutes les personnes de son étage. Il était un petit peu devenu voilà, le gardien dans son étage. Et cela l'a rendu très rayonnant. Et puis en fait, à un moment, son cancer s'est aggravé. Il est parti dans une phase, dans une unité plus aiguë. Et on lui a dit, ben voilà, monsieur, vous allez partir. Et il a demandé à revenir dans notre clinique pour mourir chez nous. Et quand il est revenu chez nous, il nous a dit, je veux revenir ici parce qu'ici, j'ai découvert une nouvelle valeur de vie. Et je l'entends encore dire cette phrase. Et j'ai compris ce jour-là qu'en fait, sa fin de vie avait été encore un temps du possible, un temps où il pouvait encore trouver de la valeur, trouver du sens, que notre mission était de l'aider dans cela. Et je me dis, mais si on avait répondu à sa demande, à son arrivée, si on avait répondu à sa demande reformulée 2 semaines après, est-ce qu'il aurait pu vivre ce moment qui a été peut-être la dernière grande aventure de sa vie et qui a fait du bien à beaucoup de gens autour de lui, que ça aurait été dommage de le priver de ce moment de vie-là. Nos échanges me font aussi penser à une autre patiente, situation un peu plus difficile, une dame vraiment un peu enfermée dans son corps, en tout cas murée dans le silence à cause de la maladie, ne pouvant plus se mobiliser, ne pouvant plus s'exprimer, et dont voilà, qu'on soignait au quotidien. Et puis en fait, on a commencé à observer qu'elle commençait à présenter des signes d'inconfort. Et donc on a appelé son mari. Son mari, on le connaissait bien parce qu'il venait souvent nous voir pour nous dire, vous savez, j'ai inscrit ma femme pour la Suisse. Alors la Suisse, c'était pas pour les chocolats ni pour les montres, c'était bien sûr pour l'euthanasie. Et pour autant, voilà, notre mission, c'était d'entendre, je pense, la révolte de cet homme qui s'exprimait comme ça. Et puis donc on l'a appelé pour lui faire part de notre décision, comme la loi nous le permet, de limiter certains traitements qui nous paraissaient plus nécessaires pour cette personne. Et donc il a rejoint l'équipe, on l'a rencontré et on lui a expliqué cela. Et il nous a dit, vous savez, en fait, si vous voulez appuyer sur le bouton, sur la seringue, moi je vous en voudrais pas, je dirais rien, je vous promets. Et je vois encore notre médecin qui détourne les yeux de son écran d'ordinateur, donc il est un peu plongé, qui regarde ce monsieur droit dans les yeux et qui lui dit, mais vous savez monsieur, en fait, au stade où en est votre épouse, si elle avait voulu partir, elle serait déjà partie. Et c'était vrai, parce qu'en fait, cette dame, elle ne tenait plus à grand-chose. Alors, on nous a parlé aussi des gens qui étaient branchés à 12 machines. Je vous promets, quand on les met dehors, il n'y a pas 12 machines. On
voilà, il y a une perfusion, parfois voilà, un appareillage aussi pour les aider à se nourrir parfois. Je veux dire, c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout une espèce de concentré de fil. Donc cette dame, elle avait une perfusion, quelques injections de traitement, et puis voilà. Donc en fait, elle ne tenait plus à grand chose. En fait, mystérieusement, il y avait qu'elle qui savait pourquoi elle tenait. Nous, notre mission, c'était de faire en sorte qu'elle ne souffre pas, qu'elle n'ait pas mal et qu'elle soit confortable. Et ça, en tant qu'ergothérapeute, puisque mon métier, c'est d'installer, positionner les gens, veiller à ce que l'environnement soit adapté à leurs besoins, c'était fondamental. Et c'est une dame qui était au lit, mais aussi au fauteuil, parce qu'on fait aussi des fauteuils pour les personnes en fin de vie, parfois même sur mesure, très adaptés. Et puis voilà, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus confortable possible pour qu'ils puissent encore être disponibles à leur environnement et dans la vie, dans la relation. Et puis cette dame, si elle avait voulu partir, elle serait déjà partie. Et elle est partie une semaine après, mystérieusement. Elle sait seule pourquoi. Et quelque part, puisqu'on a parlé de liberté et de choix, je crois qu'elle en a fait le choix. Et on ne pouvait pas avoir la main mise sur la fin de sa vie, comme cela. Je suis ergothérapeute donc, et j'ai fait mes études à Lille. Lille, c'est pas très très loin de la Belgique. Et du coup, je suis allée en Belgique, observer un petit peu aussi. Alors, j'y suis allée vraiment pour des stages, hein, pas pour observer comment se pratiquaient des euthanasies. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que quand même, parce que là-bas c'est possible, il y a quand même moins de créativité dans leurs unités de soins palliatifs. En comparaison avec celle où j'avais fait mon premier stage, où il y avait de l'ostéopathie, de l'aromathérapie, de l'ergothérapie, hein, j'ai un métier qui s'inscrit vraiment dans cette logique de tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, d'adaptation, de compensation, de la psychomotricité. Quand je suis allée dans une unité de soins palliatifs belge, eh bien, je voyais bien qu'il y avait moins cette créativité. Je ne dirais pas qu'on donne l'euthanasie par facilité là-bas, non, je pense que ce serait faux. Mais le simple fait que ce soit possible fait qu'on cherche moins d'alternatives. Et en France, on a encore cet interdit fondamental qui non seulement est un fondement, mais qui nous permet en plus de chercher des alternatives et qui fait qu'on est bon, qu'on crée. Et je voudrais vraiment dire qu'on nous dit tout le temps l'euthanasie, c'est le progrès, comme si c'était un peu la voie inéluctable du progrès. Mais en fait, c'est un progrès. Mais en fait, moi, j'en vois plein d'autres. Et c'est parce qu'il y a cet interdit-là qu'on a cherché des traitements contre la douleur, qu'on a ouvert ces unités à des nouveaux métiers, qu'on a développé en fait vraiment de la vraie recherche, de la créativité, de la compétitivité. Je ne sais pas si c'est de la compétitivité, mais voilà, quelque chose vraiment de moderne, de la recherche. Et je pense qu'on a besoin aussi de ça, de progrès. Et je voudrais dire qu'il y a du progrès, de la recherche et des choses intéressantes à faire en soins palliatifs, en plus des belles choses que l'on peut observer. Et ça, c'est conditionné au fait qu'il y a cet interdit de tuer qui nous protège, qui nous oblige, qui nous invite à chercher des alternatives qui sont passionnantes. On nous dit aussi parfois, en fait, en soins palliatifs, faut vous accrocher un peu à la vie à tout prix. Et moi, je pense qu'en fait, on donne du prix à ce qui reste à vivre. Et c'est ce qui permet aussi aux gens de partir. En fait, on aide les gens à mourir. Voilà. On aide les gens à mourir. Je vais vous parler d'une dame pour vous illustrer ça. Une dame qui est arrivée chez nous et qui, en fait, était très, très recroquevillée sur elle-même, tellement elle avait mal. Elle avait beaucoup d'escarres, des plaies de la peau. Merci. Et quand elle est arrivée chez nous, eh bien, en voyant son corps extrêmement meurtri, avec mon collègue du aide-soignant, on a eu d'abord un walker, puis ensuite on a pris un gant de toilette, du savon, et la première chose qu'on a fait, c'est lui faire une toilette. Donc on l'a lavé, on l'a mobilisé pour que la peau ne puisse être préservée des points d'appui, et puis on a refait ça toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures, il y avait un protocole assez important pour la repositionner, la nettoyer, l'installer confortablement. Et on a vu le visage de cette dame se dérider. On a vu ses bras s'ouvrir. Elle était complètement en position un peu embryonnaire avant. On l'a vu complètement fétale et on l'a vu s'ouvrir, les bras s'ouvrir, les jambes se détendre. On l'a même vu sourire et le lendemain, elle est partie.
étonnant. En fait, nos soins de bien-être, de confort, de lutte contre la douleur l'ont aidé à partir naturellement. Vous voyez, ce n'est pas un acharnement contre la mort, c'est accompagner la vie jusqu'à ce que la mort arrive. Et c'est le faire jusque dans les moindres détails. Il y a aussi une dame comme ça où j'avais fait sa toilette, puis je commence à quitter la chambre, et en quittant la chambre, je vois dans sa salle de bain un rouge à lèvres. Je me dis, mais depuis combien de semaines on n'a pas mis de rouge à lèvres à cette dame? Je retourne la voir, je lui mets un petit peu de rouge à lèvres, et elle prononce ces mots qu'on n'entendait plus depuis des mois chez cette dame, merci. Et c'est ça, finalement, notre acharnement à nous, c'est l'acharnement dans l'amour du détail, dans ces petites choses qui donnent encore tellement de couleur à la vie. On a parlé de fraternité. Récemment, je cherchais un article sur le suicide assisté pour une autre conférence. Et j'ai commencé à taper suicide sur Google et j'ai vu que le premier lien qu'on m'envoyait, c'est SOS Amitié. Et moi, je me suis dit, mais quand même, c'est fou, c'est beau de voir que dans notre société, notre premier réflexe face à quelqu'un qui veut se suicider, c'est de lui dire, est-ce que tu as besoin d'amitié ? En fait, la réponse à la détresse existentielle, pour le moment, c'est encore de se dire, tu as peut-être besoin qu'on parle. Et je trouve ça extrêmement rassurant de voir que même Google me le proposait. Voilà, je voudrais rappeler que c'est quand même notre réflexe premier et humain face à la personne au bord du pont, de lui dire est-ce que vous avez besoin qu'on parle. Et pour éviter d'avoir une pudeur de gazelle, et parce que M. Denis a eu le courage et la beauté, la simplicité de nous parler de son papa, moi je voudrais vous parler de ma maman qui est décédée il y a, ça va très bientôt faire 2 ans, alors qu'elle était éligible depuis 4 ans à l'euthanasie. Et quand elle est partie naturellement dans une unité de soins palliatifs bretonne, je vois encore mon père au pied du lit, pourtant souvent si mutique dans ces moments, qui aura ces mots, les premiers mots qu'il dira seront « et elle n'a pas souffert ». Je vous remercie. Notre prochaine intervention, c'est une intervention à 2 voix. C'est un binôme qui va intervenir. Il y a une qui est psychiatre, psychanalyste et philosophe, et l'autre qui est médecin, docteur en sciences et docteur en philosophie appliquée à la santé. Mesdames et messieurs, je donne la parole à Madame Farouja Ossini et à Monsieur Bruno Dallaport. Je mets le chrono, rassurez-vous. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'invitation, merci pour toutes les interventions absolument passionnantes. Effectivement, il est tard, donc on va y aller. Alors, ce qui nous intéresse bien ce soir, c'est peut-être de reprendre les présupposés philosophiques au cœur de tout ce débat qui est en fait passionnant. Nous, ce n'était pas du tout notre sujet d'étude initiale à la chaire de philo, et dans nos travaux respectifs. Mais c'est vrai que il y a quelque chose d'absolument passionnant dans ce débat où il s'agit vraiment de creuser quels sont les présupposés des 2 positions, du camp liberté comme ça et puis de l'autre proposition. Donc je crois que ça me semble très important de penser ça. C'est vrai que là quand tu dis le camp liberté, là vous voyez il y a 2 camps en fait. Il y a un camp dont le présupposé c'est la liberté et l'autre camp d'Elisabeth qui est les valeurs du soin. Et donc la question c'est comment on peut penser ces objets avec un camp liberté qui pense que c'est le progrès, et nous deux on pense que c'est un symptôme de notre civilisation crépusculaire, c'est une pulsion de mort, c'est un effondrement. Donc on va discuter de ça, mais avant de parler de ça, on va peut-être reclarifier philosophiquement les différentes situations qui relient le médecin à la mort. Allez, vas-y, fais-le. Donc en fait, moi c'est l'argument qui retourne la table. Parce qu'en fait, il y a des confusions terribles, y compris chez les médecins. Moi, je suis psychiatre, j'ai un doctorat de médecine, un doctorat de psychologie, j'ai fait une licence de philo, une maîtrise de philo, je suis une névrosée de l'étude, quoi. Et pour autant, je n'y voyais pas clair dans ce débat avant de creuser profondément les enjeux dont il s'agit. C'est-à-dire, j'étais comme tout le monde, plutôt favorable, c'est le progrès, enfin, comme vous disiez tout à l'heure, quoi. Il faut avancer, c'est le progrès. Et en fait, il faut vraiment creuser les points d'appui philosophiques parce que le truc n'est pas du tout. Il y a des choses très contre-intuitives. Et donc, les 5 cas qui unissent l'acte médical à la mort, il faut vraiment entendre ce truc.
Oui, effectivement, on a parlé d'aide à mourir. Et en fait, aide à mourir, c'est un grand enfumage qui crée un grand brouillard. Parce que les Français sont tous favorables à l'aide à mourir. On veut tous être aidés à mourir. Mais en réalité, comme vient de le dire Parouja, il y a 5 situations pour nous, médecins. Moi, je travaille en dialyse, des personnes très âgées, très malades, très forte mortalité. En réalité, ce n'est pas le problème de nos pratiques. C'est extrêmement exceptionnel d'avoir des vraies demandes de mort qui résistent. Alors, premièrement, vous avez l'abstention. Je suis néphrologue, médecin. On ne transfère pas en réanimation une personne de 90 ans qui a un infarctus mésentérique parce qu'elle sait qu'elle ne va pas survivre à la réanimation. Et donc, vous accélérez la mort. Donc, premièrement, l'abstention, où il y a un lien entre votre geste et la mort. Deuxièmement, vous avez l'analgésie ou l'antalgie puissante. Si une personne a des métastases osseuses hyperalgiques, vous pouvez prescrire des sédatifs puissants ou des analgésiques puissants au risque d'accélérer la mort. Troisièmement, vous avez ce qu'on appelle les limitations et arrêts de traitement. On peut arrêter un traitement vital s'il est inutile ou disproportionné, par exemple l'hémodialyse, au risque d'accélérer la mort. Donc vous avez 1, abstention, 2, analgésie, 3, arrêt de traitement, 4, vous avez ce qu'on a appelé le suicide assisté. Dans ce cas-là, vous remettez à la personne un poison qu'elle va elle-même absorber ou une perfusion qu'elle déclenche. 5e, vous avez l'euthanasie. Dans ce cas-là, le médecin provoque délibérément la mort. Ce qu'il faut voir, c'est ça qui est important, parce qu'on est dans une faculté, et donc là on va faire un peu de philosophie morale et politique. En termes de philosophie morale, il y a un crescendo dans la gravité morale des actes. Le 1, 2, 3, 4, 5 va crescendo. Abstention, analgésie, arrêt de traitement, euthanasie à la fin. Mais ce qu'il faut voir, et là c'est extrêmement important par rapport à ce que vous disiez sur l'interdit de donner la mort, c'est que entre le 1, 2, 3 et 4, 5, il y a une limite qualitative. Et ça, c'est extrêmement important. Personne ne le dit dans le camp ADMD. Leur but, c'est de faire... J'ai connu les revenir. Donc, 1, 2, 3, abstention, analgésie, arrêt de traitement. La personne meurt du fait de la maladie. Et l'intention du médecin, ce sont les valeurs du soin. L'intention, ce sont les valeurs du soin. Ce sont les bonnes pratiques, etc. Dans le cas 4 et 5, c'est l'humain qui fait quelque chose à l'humain. Dans le cas suicide assisté, euthanasie, c'est l'humain qui provoque la mort délibérément d'une personne. Ce qu'il faut voir, c'est que la rupture est monumentale. En fait, c'est là que se trouve l'interdit de donner la mort. Et dans le cas numéro 3, par exemple, si j'arrête une dialyse chez une personne qui le demande, ça va durer quelques heures, quelques jours, il y aura des verbalisations, des pardons, des réconciliations, de la temporalité, etc. Ça reste humain, et la personne, elle meurt du fait des choses. Dans le cas 5, c'est très différent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'euthanasie, vous prenez la seringue, vous appuyez sur le piston, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, la personne n'a plus conscience, quelques minutes après, elle est morte. C'est une condamnation. Pour un thérapeute, c'est très différent, et pour un humain, c'est très différent. Si vous deviez le faire, c'est très très différent. Donc ce qu'il faut voir, c'est que aide à mourir, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les Français sont pour l'aide à mourir parce qu'ils font des amalgames et des confusions. C'est-à-dire qu'ils vont dire « je suis pour l'aide à mourir parce que si on souffre terriblement, il faut l'euthanasie ». Or, le cas numéro 2 le prévoit depuis 20 ans, c'est l'analgésie puissante. Où ils vont dire « je suis contre le pouvoir abusif des médecins, c'est scandaleux qu'un médecin puisse avoir autant de pouvoir, je suis contre l'acharnement thérapeutique ». En fait, c'est le cas numéro 3. La lutte contre l'acharnement thérapeutique est prévue depuis très longtemps. Et donc, dans la presse, dans les médias, chez les intellos, dans les débats, il n'y a que des amalgames et des confusions, si bien qu'on ne sait pas, on ne se rend pas compte qu'on fait tomber l'interdit de donner la mort sans même l'avoir réalisé. Et même Macron, par exemple, je ne sais plus qui parlait de l'article Libé Lacroix, je ne sais pas si c'était vous tout à l'heure, on lui dit « mais alors, aide à mourir, c'est une euthanasie assistée, vous êtes d'accord ?» Il dit « non, non, pas du tout, c'est pas du tout ça, ça remonte au Conseil d'État. » Le Conseil d'État, qui est la norme supérieure, dit « si, c'est bien le cas ». Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a énormément d'amalgames et de confusion. Et la vraie problème, c'est que la France, depuis 20 ans, est discontinuiste en termes de philosophie morale. Elle dit 1, 2, 3 et 4, 5, c'est pas la même chose. 1, 2, 3, on a l'intention de soulager, on a l'intention d'arrêter, etc., au risque de la mort, tandis que le 4, 5, on a l'intention de la mort. Et donc, depuis 20 ans, la France est discontinuiste. La Belgique, elle est continuiste. Elle dit, vous les Français, vous êtes hypocrites. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil, de toute façon, les gens meurent. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même chose. Alors là, on n'a pas le temps d'entrer dedans. En fait, en termes de philosophie du droit, il y a vraiment une grande différence qui est liée à l'intentionnalité.
on ne peut pas creuser l'argument, c'est un peu trop long. Et donc l'amalgame des médias, c'est de dire on colle les deux doigts, soins palliatifs et euthanasie c'est la même chose, 1, 2, 3, 4, 5 c'est la même chose, peut-être, mais dans ce cas-là, il faudrait qu'on prenne ici 2 heures de débat pour discuter sur ce point-là. C'est le point le plus important, c'est le point anthropologique. 1, 2, 3, soins palliatifs, c'est les bonnes pratiques. 4, 5, est-ce que c'est une transgression anthropologique ou pas? Voilà, donc c'est ça l'enjeu en fait. Hein. Et donc si vous ne creusez pas philosophiquement, politiquement, juridiquement cette différence, si vous ne passez pas 2 heures à en parler, en fait, vous créez un grand brouillard, en tous les cas, c'est ce que je raconte. Alors, on a fait toute une journée là-dessus, hein, avec des anthropologues, des juristes, des philosophes, des cliniciens, évidemment, et des économistes, aussi avec l'idée que dans ces démocraties libérales que vous évoquiez en faisant la liste des pays qui ont dépénalisé, il faut savoir qu'il se passe quelque chose d'incroyable, c'est une bombe démographique qui arrive, qui est le grand âge. Polypathologique, avec des maladies chroniques, etc., avec un papy-boom et un mammy-boom considérable en 2030-2050, et qui va être effectivement très coûteux. Alors évidemment, il n'y a pas de paranoïa là-dessous, il n'y a pas de grand méchant qui veut tuer nos vieux. C'est l'idée qu'il y a un courant comme ça souterrain autour de cette question du coût, en effet, puisque l'euthanasie, malgré tout, reste quelque chose de plus économique. Hein. Le patient qui coûte le moins cher, c'est quand même le patient qui n'existe plus. Donc moi, ce sur quoi je voudrais insister en tant que psychiatre, c'est en fait un des angles morts de l'avis 139 du CCNE, de la Convention citoyenne, de l'avis de l'Académie de médecine, de tous ces gens-là, c'est qu'ils ne considèrent pas les personnes qui vont subir à long terme ces projets de loi, qui sont les patients souffrant de troubles psychiques, de troubles psychiatriques. Puisqu'on vous dit d'emblée, ça ne concernera pas les mineurs, ça ne concernera pas les personnes souffrant de troubles cognitifs, ni les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Or, on oublie de nous dire qu'il y a une petite astérix qui vient dire « pour le moment ». Parce que la Belgique, par exemple, s'était engagée, comme nous aujourd'hui, à ne pas considérer ces personnes. Or, une fois que vous avez supprimé l'interdit de donner la mort sous certaines conditions, le problème, c'est le sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez entrouvert cette porte de l'interdit de donner la mort, eh bien, les conditions s'élargissent. Au nom, ce n'est pas du tout une dérive, entendons-nous bien, il n'y a pas de dérive. C'est une suite logique de la levée de l'interdit de donner la mort sous certaines conditions. C'est logique. Et donc, vous ouvrez, au nom de l'égalité des droits, à d'autres problématiques. Le fait est que en psychiatrie, ça pose problème, cette question, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on s'aperçoit, en Belgique notamment, nos collègues belges, par exemple, Pierre Oswald, ou encore Ariel Bazan, des gens comme ça qui ont réfléchi à ces questions, nous alertent en nous disant, attention, nous, comme on nous avait dit que ça ne concernerait pas les déprimés, on s'est dit, bon, bah, ok, allons-y, etc. On ne s'imaginait pas que 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on se retrouverait à euthanasier des jeunes personnes pour dépression. Alors, on va nous dire, c'est très peu, c'est ceci, cela. Alors, tout d'abord, qui tue un homme ou une femme alors qu'elle n'aurait pas dû mourir, tue l'humanité. Je veux dire par là, pour reprendre le terme de notre orateur de tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que ce chiffre augmente d'année en année. Première chose. Seconde chose, ces personnes qui sont euthanasiées pour troubles psychiatriques, c'est aperçu qu'il y a un profil qui se dessine, des pathologies qu'on appelle borderline dans ma spécialité. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont essentiellement, statistiquement, des femmes. C'est la thèse de François Chasson. Voilà, il y a des thèses qui sont sorties, vous trouvez une bibliographie, c'est très clair là aujourd'hui. Donc ce sont des femmes jeunes, qui ont eu des dépressions dans le passé, qui ont fait des tentatives de suicide dans le passé, donc qui sont très identifiés par notre pratique, hein, on les connaît, et qui ont eu des sévices sexuels dans l'enfance, des abus sexuels dans l'enfance. Et donc, moi je les connais très bien, j'ai fait un DEA là-dessus, j'ai une thèse là-dessus, j'ai vu beaucoup de jeunes femmes borderline, et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ces femmes, elles traversent un tunnel, mais quand je vous dis un tunnel, c'est le tunnel horrible, où elles ont un discernement, mais comme vous et moi, quand on se parle, hein. Évidemment, les patients qui souffrent de troubles psychiatriques qu'on euthanasie, c'est pas les délirants, c'est pas les schizophrènes, on est d'accord, il n'y a pas de problème de discernement. Sont des filles, elles vous disent très clairement, droit dans les yeux, je veux mourir. Et elles vous le disent, elles vous le répètent, etc. Mais nous, on le sait, qu'il y a un tunnel d'horreur où elles vous appellent, où il faut appeler les pompiers, ou ceci, cela, où vous en avez marre, mais par moments, vous inconsciemment, ou plus ou moins consciemment, vous dites, mais pourvu que ça s'arrête.
s'arrête, quoi. Mais par contre, si vous ne lâchez pas, si vous les tenez en vous disant je serai là pour toi, ton père a fait ceci, ton oncle a fait cela, etc., mais moi je serai là, quoi qu'il arrive, et bien au terme de ce tunnel, ces filles, elles sortent de là et elles vous disent, elles vous remercient. Moi, là, récemment, il y en a une qui m'appelait en me disant mais parlez de moi. Je dis écoutez, je ne vais pas parler de vous à chaque fois que je parle, mais ce que je veux dire par là, et c'est des filles qui deviennent éduques, qui deviennent des soignantes extraordinaires parce qu'on les expérimenté ça dans leur chair. Ce que je veux vous dire, c'est que ces filles, elles trouvent des experts psychiatres de l'incurabilité. Voyez, des experts qui vont vous dire vous êtes incurable. Mais qui sont ces experts pour pouvoir lire dans l'avenir de ces personnes? Il y a une jeune femme là qui est un cas classique qu'on rapporte, qui est Chanty de Corté. Voilà, elle a une jeune fille, Lilou, qui est décédée en fin d'année. Elle a 17 ans, un trouble borderline, vous voyez. Qui peut dire à 17 ans que la fille va pas s'en sortir, quoi? Elle va pas rencontrer quelqu'un, faire un voyage, qu'il n'y aura pas de nouveaux traitements aussi, qu'on va pouvoir essayer. Donc c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on focalise sur l'individu, on vous montre des mains de mourants, on vous imagine, oh là là, c'est des gens comme ça en train d'agoniser, etc. Mais non, c'est pas de ces gens-là dont je veux vous parler, ce sont des jeunes gens qu'on euthanasiera plus tard. Donc c'est le présupposé, il faut penser l'avenir, un peu comme pour l'écologie, si vous voulez. On pense au court terme, on oublie le long terme. Donc pensons au long terme, pensons au collectif, pensons aux plus vulnérables. Après, il y a un autre point, parce qu'on n'a pas le temps de prendre tous les points, il y a un point qui est important dans ce débat, et c'est vraiment le choix est là. C'est-à-dire, la question c'est est-ce qu'on peut légiférer l'exception? En sachant, moi, dans ma clinique, par exemple, on a bien accompagné, on a plutôt 0,5% de vraies demandes de mort, résistance, etc. On ne connaît pas le chiffre, mettons entre 0,5 et 2%, il est très très faible. La question c'est est-ce que dans une démocratie, on peut légiférer exception? La réponse c'est oui, on peut toujours légiférer exception, mais est-ce qu'on peut le faire quand c'est une grande loi symbolique comme l'interdit du meurtre? Et là, ça devient plus compliqué. Et donc face à ça, on a deux choix. En fait, la question est très simple, c'est tout blanc ou tout noir. On ne peut pas se positionner au milieu. Est-ce qu'on laisse la porte grande fermée pour que cet interdit nous rende créatifs, imaginatifs, pour qu'on accompagne jusqu'au bout comme on peut, ou est-ce qu'on le fait tomber? La question est celle-ci. Et là, c'est par exemple Canguilhem dont on parlait tout à l'heure. Canguilhem disait on ne peut pas légaliser une transgression. Ou encore Ricoeur disait on ne peut pas protocoliser une transgression. Je m'explique. Quand vous avez un principe universel, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, un principe universel, le principe universel sert au collectif à long terme. Mais bien sûr, il y a des transgressions. On va mentir, on va voler si on a faim et qu'on n'a pas de pommes et qu'on n'a pas d'argent. Mais il y a une différence entre maintenir la loi symbolique pour le collectif à long terme et la transgression. Donc la vraie question, c'est soit on maintient très fermement la loi symbolique, en sachant qu'il y aura des transgressions, comme le disait Damien Leguet. Et les transgressions, nous, on n'est pas contre l'euthanasie. Moi, quand je fais des colloques et que je demande aux médecins, dans votre vie, combien de fois ça vous est arrivé d'avoir recours à l'euthanasie? En fait, ils réfléchissent et puis ils vous disent une fois, 0 fois, 2 fois. C'est très, très exceptionnel dans nos pratiques. Moi c'est une fois que j'ai eu une vraie demande. Mais qu'il y ait des zones grises que les gens, il y a une fois dans leur vie, mais moi, j'ai la plus grande considération. J'ai aucun problème avec ça. Si quelqu'un me dit j'ai menti, j'ai pas de problème. Par contre, mes enfants, je leur dis ne pas mentir. Je sais quand je leur dis ne pas mentir, qu'ils vont me rouler dans la farine et mentir. Mais je maintiens l'interdit qui est structurant pour la personne et pour le collectif. Donc la vraie question est une question de philosophie morale. Est-ce qu'on maintient l'interdit avec les transgressions ou est-ce qu'on protocolise les transgressions? Le problème, c'est que quand on protocolise les transgressions, on augmente les problèmes. C'est-à-dire qu'on augmente les cas de figure. On va voir les mineurs, la personne vous dit je dois être euthanasié et qu'on récupère mes organes pour greffer d'autres personnes, et ça se fait. On vous parle des personnes, etc. Et donc, en fait, au bout du compte, il me semble qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients. Et moi, je suis on est très engagé en écologie, sur le genre, sur le féminisme. On n'est complètement pas du tout des passéistes religieux, on n'est pas du tout ça. On considère que pour l'avenir, les valeurs du soin sont extrêmement importantes pour l'avenir et que, je sais plus ce que je raconte, à toi. Mais pour vous dire que le problème est sociétal et que ce truc, et donc l'idée, si vous voulez, c'est la question, le grand problème, c'est qu'on va passer effectivement d'une loi symbolique à une loi par le protocole. Et une loi symbolique, ça se transgresse, c'est-à-dire quand vous faites une transgression, vous reconnaissez la loi, parce que vous avez la culpabilité de ça, et donc vous la reconnaissez. Donc en la transgressant, vous savez que vous avez transgressé.
Par contre, si vous mettez un protocole, ça ne se transgresse pas, ça s'exécute. Et ça s'exécute dans la banalité du protocole. On s'habitue à tout, disait Dostoïevski. Hein, l'être humain est un mec qui s'habitue à tout. Et donc on va vous dire après, bah oui, ça se passe bien sûr, ça se passe bien. Et quand on fait la loi, quand on la maintient, vous avez 1%. Quand vous mettez le gouvernement par le protocole, dans les pays comme la Belgique, les Pays-Bas, etc., vous arrivez à 5-7%. Il y a 600 000 décès en France, multiplié par 7%, ça veut dire 40 000 personnes. Donc, au bout du compte, vous avez multiplié le problème, vous ne l'avez pas réglé. On ne peut pas légaliser une transgression. C'est un problème philosophique, de philosophie du droit. L'histoire de Coffee Euthanasie, regardez ça, ça se passe aux Pays-Bas. Une dame signe ces fameuses directives anticipées, qui sont un vrai problème philosophique. Et donc elle signe dans ce papier, quand il sera temps pour moi que vous m'emmeniez en maison de retraite, je veux que vous m'euthanasiez. Donc là-dessus, l'équipe d'euthanasie, voilà, c'est le moment de l'emmener en maison de retraite, l'équipe d'euthanasie arrive, et là, la mamie, elle a perdu la tête, mais elle s'enfuit quand on arrive avec la piqûre, c'est-à-dire elle regarde les feuilles qui bougent, elle mange sa mousse au chocolat, mais elle manifeste plus de désir de mort. Or, elle a signé quand même, hein, et donc il la ceinture, et ils lui mettent du café, un sédatif dans son café, d'où le nom de Coffee Euthanasie, vous regarderez ça, et il la met de force, et il la pique de force. Donc là-dessus, l'infirmière porte plainte, disant, attendez, moi je veux soulager des personnes qui agonisent et qui veulent mourir, mais je ne veux pas forcer les gens de cette façon. Et eh bien, elle porte plainte, ça arrive au tribunal de La Haye, et le tribunal de La Haye examine tout cela en disant, le protocole est respecté. Vous voyez bien que d'un point de vue symbolique, vous tremblez dans cette histoire, mais du point de vue du protocole, tout est respecté. Elle a signé, le fils était d'accord, le mari a tenu la dame, et tout le monde a bien fait. Donc ils repartent très très tranquillement. Mais le problème, c'est pas qu'ils repartent très tranquillement, c'est qu'au niveau qu'une démocratie, si vous voulez, vote ce genre de choses et disent tout va bien. Donc vous voyez bien que l'enjeu, il est de quel univers symbolique nous voulons mettre en place ensemble. Et je terminerai par ça, et c'est tout. Non, c'est par rapport à ça. Parce que, non, par rapport à ça, c'est très important. Ce que va juger l'histoire, c'est pas les transgressions. Ce que va juger l'histoire, c'est ce que les démocraties sont données comme loi. L'eugénisme, ça a été jugé par l'histoire. Les lois raciales du Troisième Reich par l'Allemagne nazie, votées démocratiquement. Non, mais c'est ça le problème. Le racisme, ça existe. La transgression raciste, ça existe. Le problème, c'est qu'est-ce qu'une démocratie vote comme loi. Une démocratie qui va voter qu'on peut protocoliser la transgression va être jugée dans 30 ans. C'est pas la transgression qui est le problème, c'est ce que les démocraties se donnent comme loi. C'est un problème de philosophie morale et politique. C'est vraiment ça le problème. Et quand je dis les lois raciales, c'est la même chose. Le racisme existe, il y a des transgressions. Le problème, c'est si l'État tombait un interdit majeur et fondamental, c'est ça qu'il soit jugé. 1 minute 15. 1 minute 15. 1 minute 15 pour vous parler du sondage Research Co au Canada, où on pose cette question, il faut déjà oser la poser. Seriez-vous d'accord? Donc c'est un sondage d'opinion publique, êtes-vous pour la mini-jupe, dans quel pays voulez-vous vivre? Et là, il pose la question, seriez-vous d'accord pour accorder l'euthanasie aux personnes qui le réclament si elles souffrent de précarité sociale ou de pauvreté? Restez assis. 28% des Canadiens interrogés répondent oui. Et donc si bien que, vous voyez, ça sculpte un univers. Après tout, c'est leur souffrance subjective, hein, elles souffrent de pauvreté, ils souffrent de pauvreté, c'est leur liberté, hein, puisque la liberté, c'est vraiment la valeur pour laquelle on s'agenouille. Et donc la question est quel monde nous voulons? Et donc au lieu d'éliminer la précarité, on élimine les précaires. Vous voyez, donc c'est un univers symbolique que nous sculptons. Et donc nous, on défend quelque chose. On va faire une grande soirée de débat au Théâtre de la Concorde. C'est gratuit, je vous y invite le 15 mai, où on fait un débat philo, un débat citoyen avec une scénette théâtrale et une pièce de théâtre avec de la musique, pour soutenir qu'il nous faut aujourd'hui une nouvelle constitution, pour penser les enjeux de demain et faire en sorte que cette constitution accueille les valeurs du soin. Les vraies questions sont en effet qu'est-ce que l'acharnement thérapeutique, comment lutter contre ça, comment faire en sorte de respecter l'autonomie de la personne, de lutter contre ces catastrophes que sont certains médecins, certains lieux où on a laissé les gens voilà, il faut faire un mea culpa des médecins, il faut les former, il faut les surveiller, il faut créer toutes ces nouvelles propositions de soins pour soutenir que les soignants, les soigneurs, et notre mot d'ordre et de désordre, c'est soignants, soignez, soigneurs, levons-nous, c'est l'heure. Allez. C'est l'heure de la fin aussi. Avant de partir de l'autre côté pour Madame Thibert, je voulais d'abord vous remercier, vous, les intervenants, merci d'être venus ici ce soir pour nous transmettre ce savoir, pour que nous ayons tous accès à ces connaissances.
Merci à toute l'équipe de Paris Célébrité d'avoir organisé cette soirée. Merci à nos orateurs et aussi merci à vous, public, d'être venus ce soir pour nous écouter.